la zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Ça prend pas de temps au bon de Tango 3, il y a 0 de cocher, attendez. Eh bien, bonsoir, de... Monteur de 200 à 32 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Authority 401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Présentée par Sébastien, Nicolas et Cynthia. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, c'est figé. Non, vous avez le son mais vous n'avez pas l'image. On pourrait laisser comme ça d'ailleurs. Parce qu'en fait, on voit Nico, mais nous, on est figé. Ouais, t'es figé. Tout à l'heure, je t'ai vu passer là, puis... Ouais. Bah écoute, c'est pas très grave. On peut rester comme ça, non? Tu crois pas? Oui. Bon, les vieux du Open Show, mais bon... Ouais, ça fait un peu ça. Attends, je suis en train de regarder. Non, mais je sais, regarde, il faut faire ça, on fait ça, et normalement, voilà, ça revient. Impeccable. Bah ouais, il suffit de cliquer au bon endroit. Comment il fait ça, le magicien? Ah oui, c'est ça. En 2 secondes, comme ça, changé. C'est Copperfield un petit peu. C'est ça, c'est comme, En fait, comment elle c'était s'appelle, pas Samantha, figé, là. Vous faisiez exprès de pas bouger. Non, soit c'est Copperfield, soit alors il y a un chat noir. Mais je montre personne. Alors, on ne sait pas. Attends, je sais pas, parce que la dernière fois, nous, on a eu un problème de son. Ouais, mais non, mais là c'est bon, normalement c'est résolu. Hein. On a tout changé. Je suis d'accord avec Nico quand même, c'est toujours avec le même que ça arrive, hein, je veux pas dire. Allez, on va vous saluer, n'hésitez pas à dire bonsoir dans le chat, évidemment les amis, on va vous saluer dans quelques instants. Nico, un son très faible. Vas-y Nico, parle voir. A2, un son très faible. Ah, normalement ça doit marcher là. Hein. Est-ce que le son est bon? Sébastien, lui, il m'entend bien, lui. Là, vous nous entendez mieux ou pas? Sébastien, 5 sur 5. bien. Eh bien écoutez, c'est parfait. Test. Ouais, normalement ça doit être bon. Hein. Oh, regarde. Ça y est, ça clignote, ça commence de clignoter. Ça, Merci Dylan. Merci. Merci beaucoup pour l'abonnement et le Prime. Hein. Allez, on va vous saluer dans un instant. Merci à vous tous d'être là en ce mercredi. Le mois de mai de la zone aéro va être chargé. On a plein de rendez-vous. Oh, oui. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est arrivé un petit peu à la bourre. Il y a quelqu'un qui dit pardon du retard de Cynthia, c'est de ma faute. Donc c'est Garosa, voilà, qui sera fouetté en place publique. Je régresse son compte de même. Voilà. Impeccable, ça a fonctionné. Mon cher Dylan, donc c'est parfait, merci beaucoup. Nico, bah écoute, ravi de te retrouver. Ça va mieux depuis lundi, parce que lundi, tu étais au bout du rouleau. Oula, bah, j'avais même pas le courage d'aller coller du plastique et de gratter du plastique. Ah oui, c'est pour dire. Ah bah oui. Donc là, c'est grave, tu vois, quand je... Ah bah Mon oui. bureau, il est pas loin du lit, tu vois, donc du coup... mais là, même pas le courage de me lever, quoi. T'es juste... Bah oui, mais tu t'es levé, t'as mis le polo quand même, donc voilà, on est tous prêts. Comme mais là, les non, meetings mais en bureau, il n'y a que le polo. mieux. Ah oui, il n'y a que le polo. Il y a que en fait, le polo, dessous, il y a on le va pyjama pas- avec les pantoufles. Voilà. D'accord. Exactement. Mais il Faut faut les pas jouer fine. Ok, bon allez, merci à toutes et tous d'être présents évidemment une nouvelle fois dans la zone aéro. Bienvenue aussi à celles et ceux qui vont suivre cette émission sur YouTube, puisque comme vous le savez, à J+14, on remet les émissions, on va dire une sorte de podcast sur YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter toutes les émissions que vous voyez, ça nous permet de remonter dans les algorithmes. Dans le chat d'ailleurs, vous avez un lien qui vient de passer, c'est les fonds d'écran 2025 de la zone aéro qui sont accessibles gratuitement. Vous cliquez dessus, vous téléchargez le fichier. Normalement, ça fonctionne. Et vous avez des fonds d'écran super cool qui ont été faits par notre ami Francky de Airborne Design avec les chouettes visuels qu'il a l'habitude de faire. Ouais. Merci Francky. Ouais, donc voilà, vous pouvez les récupérer, c'est assez sympa. Vous savez évidemment que vous pouvez nous soutenir l'équipe de la zone aéro, bénévole que nous sommes. Vous pouvez le faire comme l'a fait tout à l'heure Dylan avec un Prime. Vous convertissez votre abonnement Prime que vous avez à dispo une fois par mois sur la chaîne de votre choix. Et si vous nous choisissez, on sera content. En plus, c'est Jeff qui paye, alors en plus, c'est allez-y. Jeff. Vous pouvez évidemment prendre un abonnement classique, c'est 4 € et quelques, pour soutenir en fait. Voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Hello Asso, d'utiliser Patreon. Patreon, on vous proposera cet été des contenus exclusifs pour toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Patreon.
avec des petits trucs assez sympas. Merci. Cargolux, merci beaucoup pour le sub, ça fait très plaisir. Merci de faire clignoter la piste. Ah oui. J'aimerais qu'elle clignote comme ça de nuit la piste. Eh ben oui, bah, il faut qu'on y réfléchisse. Tout est comme ça. Un petit truc à vous annoncer, évidemment, c'est la dernière de la saison. Ça y est, elle a été fixée. Ce sera un samedi et ce sera le samedi 12 juillet. Voilà, donc on vous donne l'info en primeur. Vous avez encore 2 mois quasiment d'émission avant la trêve estivale qui aura lieu donc le samedi 12 juillet en présence d'invités. Vous connaissez la formule comme d'habitude. C'est pour ça. Voilà. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous, vous pouvez le marquer dans l'agenda, ça sera un petit live, comme on a l'habitude de faire, on trinque, on fait tout ce qu'il faut et ça se passe bien en règle générale. Et bienvenue à Catnapalm, c'est ça? Catnapalm? On peut dire ça comme ça? Mais Catnap PLM. Voilà, bienvenue dans la zone aéro. Alors, avant toute chose, je vous propose tout de suite, à moins que Nico ait quelque chose à rajouter, une petite news ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai appris dernièrement? Moi, j'ai appris tout à l'heure qu'il y a eu un crash des Frecce Tricolori. Donc, il n'y a pas que la patrouille de France qui a eu des soucis dernièrement. Alors, j'ai pas plus de détails, donc on n'a pas fait de rubrique là-dessus. Mais j'ai appris ça ce matin. Ouais. Voilà. Une collision en vol, ouais. C'est ça. Et en ce moment, c'est catastrophique. Hein. La loi des séries, comme on dit souvent. Ah, bah là, c'est plus que des séries. Hein. Ça Et fait 4 mois que ça dure. Hein. Bah oui, mais ça arrive. Ah, j'ai appris que notre invité de ce soir avait quelques points communs avec le Baron Rouge dont je parlais la semaine dernière. Ah, eh ben, on en parlera. On va en parler. Pas des gros points communs, mais beaucoup de petits trucs que j'ai notés. J'ai dit, ah, bah, tiens. Ouais. Ok. J'en parlerai avec lui tout à l'heure. Et ben voilà. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Ah oui, pour soutenir, bah, vous avez le lien de la boutique de la zone avec les mugs. On n'en a pas là. C'est ça. C'est dommage, mais tant pis, c'est comme ça. Bah, pouvoir un petit thé cet été, là, un petit thé frais. Un mug de la zone. Ouais, ça doit être ça. C'est le tien qui est rouge? Ouais, ah c'est bon. le mien qui est rouge. C'est Dans bizarre. pas longtemps, on m'entendra plus. Mais si, après on en mettra un autre. Bien, alors les amis, on salue MMG7F qui est là. On a vu Julot. Il y a Cécile Mériguet qui est arrivée, qui est premier message dans le chat. Donc bonsoir. Garros 4 qui est également Prime. Donc c'est pas grave, on te pardonne un peu. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu seras châtié sur la place publique, c'est officiel. Tout le monde est au courant sur le chat. C'est elle qui gère. J'entends rien, qui est là? Magnifique. J'entends Nico et Laetitia. Ah ben je crois que j'entends rien, il a attaqué la moquette. Nico et Laetitia. Nico et Laetitia. Ah, pourquoi pas, écoute. Moi ça me va, Laetitia. Ah ouais, Laetitia, ça va lui aller très bien. Sigilum, 7130, Catnapalm, Lady Sombrelis, on a vu tout à l'heure aussi. Didou qui surgit de la nuit et qui a pris son prime. Donc bonsoir à toutes et tous. S'il y a des nouveaux, hein, faites un coucou, hein, on vous salue bien évidemment. Allez, on va pas traîner, on va tout de suite déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. De quoi allons-nous parler? Bah, c'est ce qu'on voit tout de suite. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Allez, attention, il va arriver par là. Je vais aller le pousser, je vais aller le chercher carrément. Ah mais tu pourras pas passer. Attention, 1, 2, 3. Ah, voilà. Ah, c'était pas mal. C'est de mieux en mieux, je me suis entraîné chez moi. C'est pas mal. Actualité du terminal dans un instant. On en a 6 à vous partager ce soir. Exactement. Ensuite, bah, comme d'habitude, une séquence. La séquence de ce soir, c'est un visage dans les nuages. Et nous aurons le plaisir d'accueillir quelque part le premier astronaute de la zone aéro. Puisque c'est Michel Tonini, pilote, astronaute. Il y a une carrière énorme qui sera en direct avec nous tout à l'heure. Et vous pourrez également lui poser des questions dans le chat sur tout ce qui touche à l'aérien, à l'espace. Hein. C'est incroyable. Il y a nos tabous. Un honneur de le recevoir. Ah bah ouais, ça c'est clair. Et évidemment, donc une séquence comme d'habitude qui va durer une grosse heure. Et puis fin d'émission, la foire aux questions, remise de gaz. Les 5 dernières minutes, on finit de discuter avec Michel, avec Nicolas. Et puis derrière, on parle du programme. Il y aura peut-être quelques petits changements dans le programme et on vous en parlera justement en fin d'émission tout à l'heure. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On repousse le sommaire. 1, 2, 3. Ouais, c'est magnifique. Voilà, c'est beau. Merci Philémon, très bonne blague. Moi je retiens. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Cynthia a toujours des bonnes idées. Ah. Laetitia a l'idée. Ah, ok. Il est en forme, Philémon. Oui, il est en forme.
Ah oui, mais on l'a pas salué d'ailleurs. Si, j'ai salué ou pas? Non, on salue Philémone de la Salut, modération. Philémone. Coucou. Allez, c'est parti, on attaque les actus, on n'est pas en avance, donc c'est parti. C'est parti. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Et logiquement, on doit se retrouver par là. Voilà. Ne bougez pas. Tout en haut. Hop. Non, c'est pas là. Je n'ai point enlevé. Voilà, c'est ça. Et c'est toi qui démarre, Cynthia? C'est ça. Alors, de quoi allons-nous parler? Alors, on va parler de Safran versus les écolos. Alors là c'est un gros sujet, un gros débat. Apparemment, il y a un petit clash qui est en train de naître entre Safran et les écologistes. Tout simplement parce que, je cite, le PDG de Safran, donc, qui se nomme, je cherche son nom, Olivier Andriès, a dit « Les écologistes nous ont jeté des tomates sur le thème, c'est scandaleux, c'est l'aéronautique, c'est l'avion, ils vont polluer, et puis c'est le militaire, c'est pas bien. Pour moi, il n'est plus question d'investir dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. Je ne le ferai pas. Oui. » Donc, visiblement, il y a une tension. Pourquoi il a dit ça? Je vous explique. En fait, il y a quelque temps, il a réagi, en disant ça, à une réaction d'un maire écologiste. Donc, en fait, à Rennes, ce maire écologiste, en fait, a fait une remarque par rapport à un plan d'implantation d'une usine Safran pour création de pièces moteurs qui comptait à peu près la création de 500 emplois. Et il a dit, ce maire écologiste, il a dit des propos en disant que, en gros, le projet n'était pas bien, que ça polluait, que c'était l'aéronautique et que c'était pas bien. Donc, le PDG de Safran n'a pas été content et il a répondu ceci à ce maire. Sauf que un autre député écologiste a répondu que pendant que le PDG de Safran se plaignait de ce qui aurait été dit à Rennes, dans le même temps, il négocie avec la métropole de Lyon pour l'implantation à Lyon, où il se trouve que le président de la métropole est écologiste. Donc vous voyez, il tient plusieurs discours. Donc ça, c'est le début. Je pense qu'il y aura encore un petit peu d'émulsion autour de ça. À voir s'il va y avoir alors cette création d'une usine ou pas prochainement sur Lyon. Et peut-être que le projet de Rennes évoluera si les tensions se calment. Après, encore une fois, l'aviation, le spatial, c'est créateur d'emplois. Pourquoi s'en priver? Et apparemment, les écologistes n'aiment pas trop le fait que ce soit assez polluant, bien que Safran, quand même, pour le rappeler, ils ont fait beaucoup de progrès. Ils ont travaillé sur des moteurs qui réduisent des émissions de CO2, qui réduisent la pollution, donc eh oui. C'est pas facile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? N'hésitez pas à réagir. Il y a certains écologistes qui n'aiment pas non plus les sapins de Noël. Ah, ça c'est une autre histoire. Ça vole moins bien. Ça vole moins bien. Ça vole un peu moins bien. Très bien, merci pour cette actu. Effectivement, on avait vu les séquences, mais on n'avait pas forcément toutes les infos qu'il y a derrière. Allez, on continue avec une collision au sol. Alors ça, c'est la hantise, on va dire, des pilotes, la collision au sol, parce qu'il peut y en avoir beaucoup. Elles sont traîtres. Et il y en a une aujourd'hui, ce jour même, aux États-Unis. Une collision au sol entre deux Boeing 777 de United Airlines qui a eu lieu sur l'aéroport de San Francisco et qui a entraîné l'annulation du vol 863 qui allait à Sydney et le 877 qui allait à Hong Kong. L'accident s'est produit lors du repoussage, donc le pushback de l'avion, puisque l'aile de l'un a percuté l'autre appareil qui était garé à proximité dans une zone qui était non surveillée par les contrôleurs aériens. Donc là, il y a un petit trou dans la raquette qui a été mise en évidence. Aucun blessé, heureusement, n'a été signalé parmi les 540 passagers et 32 membres d'équipage des deux avions cumulés. Des dommages visibles ont cependant été constatés sur les appareils. Tous les passagers ont pu être débarqués en sécurité. Et évidemment, la compagnie a présenté ses excuses pour les retards qui sont liés à cet incident. Évidemment, la FAA a déterminé qu'il fallait une enquête, ce qui est bien normal. Elle est ouverte pour déterminer les causes exactes de l'incident. Et les pilotes, et d'ailleurs, j'en ai encore parlé, je crois que c'était hier, à des jeunes stagiaires en disant attention, quand on fait un roulage, on ne regarde pas ailleurs que devant soi. On doit considérer en fait quelque part le roulage comme une zone de menace possible, donc pas être sur le GPS, sur la radio, sur le téléphone, on regarde ce qui se passe devant. Voilà. Ouais, il y a certains pilotes, ils ont des épaulettes comme ça, c'est pour ça que ça passe pas. Ah, mais ça c'est une autre histoire.
C'est fort probable que la collision soit liée aux épaulettes aussi. Voilà. Allez, on enchaîne et on va revenir sur un truc, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Ah oui. Et puis là, Le on se Concorde. rapproche du sujet, comme le c'était une spatial bonne et tout nouvelle, ça, ouais. quand même, tu le vois, Concorde. elle fait les choses bien quand même. Je progresse, là, je parlais des moteurs, maintenant on parle des avions, et après on va finir dans l'espace. Ouais. Donc, le Concorde, monument historique. Donc, on a Rachida Dati, donc la ministre de la Culture, qui a classé il y a quelques jours même, je crois que c'était lundi, le Concorde numéro 1, monument D'accord. historique. Donc, Concorde numéro 1, tous ses équipements et tout ce qui fonctionnait avec. Parce que le Concorde numéro 1, ça me tient à cœur, il est de Toulouse. Il appartient voyons. à l'Académie de l'air et de l'espace de Toulouse. Il est au musée aéroscopial de Blagnac. Et donc, elle l'a qualifié Ah oui. de monument historique parce qu'elle dit que c'est la reconnaissance de l'intérêt public, de sa conservation, de la place privilégiée que la mise au point du Concorde occupe dans la mémoire aéronautique internationale à la suite de l'accord franco-britannique du 29 novembre 1962 qui visait à concevoir le premier avion civil supersonique. Donc la commission du patrimoine et de l'architecture qui décide qui rentre monument historique ou pas a décidé à l'unanimité qui serait monument historique. Donc la question La se pose même posait pas. D'accord. Ok. Donc on peut le voir à Toulouse. À Toulouse, au musée voilà. aéroscopial, Bravo. à Blagnac. Je vous C'est- invite à y aller. I Want Pizza qui te posait cette question. Donc voilà, c'est du côté de Toulouse. Tout à fait. Voilà. Alors, faut dire que pour d'autres personnes, il y a plus près, il y a Paris, il y en a quand même. Il y a Toulouse, c'est le numéro 1, effectivement, c'est le tout premier. Ouais. Les essais, tout ça, quoi. Mais après, sinon, à Paris, ouais, il y a le Hall Concorde où il y a 2 Concorde, un de Air France, un de British Airways. Et si vous allez aussi à Roissy, il y en a un aussi en exposition sur. Oui, sur Qui le fait côté peau de fleur, vers la malheureusement. piste là-bas. Ouais. Oui. Ok, d'accord. Une très belle aventure, terminée tragiquement, mais très très belle aventure, ce Concorde. Exactement. Avec, Et d'ailleurs, Je veux dire, une technologie dessinée à la main. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. ah oui. Et on vous invite évidemment à aller voir le replay avec Éric Gourlin qu'on a eu il y a quelques semaines. Vous Ah nous avez oui, très fait bien. en photo l'historique du Concorde, enfin un vol raconté Oui. de De Paris A à à Z. New York en supersonique avec toutes les photos. Vous allez voir, allez voir le replay, il est génial. Hein. C'était incroyable. On avait l'impression d'être Ah, dans on est, oui, Très bon c'était clair. rappel. Allez, on continue avec Corsair. Corsair et ce que je vais appeler le Flying Duty Free. Qu'est-ce Ah, que c'est qu'est-ce que c'est que le Ah Flying non, Duty c'est pas le Free même Corsair. Ouais, en fait, c'est tout un concept. C'est donc la compagnie aérienne Corsair qui modernise différents services, dont un service duty free, puisqu'il lance une plateforme de précommande en ligne, accessible jusqu'à 48 heures avant le vol. Les passagers vont pouvoir réserver tous les produits contrôlés duty free, des parfums, des cosmétiques, des accessoires, des confiseries, avec des produits exclusifs à tarif duty free, donc jusqu'à 40% de moins cher que les prix du marché en règle générale. Ces articles sont ensuite livrés directement à bord de l'avion. Donc ça garantit leur disponibilité, ça facilite l'expérience d'achat puisqu'on est tranquille, on n'est pas pressé pour prendre l'avion. Et ce service vise à justement éliminer le stress des achats de dernière minute et offrir plus de confort et de personnalisation aux passagers qui voyagent sur les lignes. Corsair s'inscrit donc dans une démarche d'amélioration continue de son expérience client, c'est le fer de lance en ce moment, complété par des partenariats avec des services de VTC pour des voyages plus fluides dès l'aéroport. Voilà, donc ça innove du côté des compagnies. Ah oui, ils prennent de plus en plus soin de leurs passagers. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Alors, on a parlé tout à l'heure des entreprises au sol, tu as parlé du Concorde qui était déjà un petit peu haut. Et voilà, là, on continue est de monter. vraiment monté très haut là. C'est en lien avec notre invité de ce soir, quelque part. C'est ça, et je pense qu'il nous en parlera parce Ah bah que oui. je pense que ça doit être sa spécialité. Donc, je vais vous parler de la mission Euclide. Donc, Euclide, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement une étude satellitaire en fait, de notre espace, vraiment vaste espace de notre galaxie carrément. Et ils ont sorti les premières données. Donc, Euclide était il y a un petit moment déjà parti en mission. Et maintenant, les premières données sont sorties donc en mars. Et ça s'appelle la Quick Data Release numéro 1. Elle couvre une partie du ciel, une vaste partie du ciel, parce que le ciel il est très grand comparé à notre petit ciel à nous. Donc, ils ont pris en photo à peu près un tiers du ciel, ce qui représente à peu près 14 000 degrés carrés. Oui. Donc ça fait quand même beaucoup.
Et il y a des amas, des noyaux actifs de galaxies qui ont été trouvés. Donc la première étude, elle a rapporté 380 000 galaxies et 500 lentilles gravitationnelles. Donc en fait, on n'est vraiment pas tout seul quand même dans cet espace. On n'est vraiment pas tout seul. Il va nous en parler. Michel, il doit avoir quelques amis par là. Ah oui, je pense que. Il va pouvoir nous faire des présentations. Avec, Ah ben voilà, on va lui demander. Il a rencontré là par là. Ah, je suis sûre qu'il va nous raconter plein de choses. Et la première semaine, donc rien qu'à la première détection, ils ont détecté 26 millions de galaxies. Donc c'est vraiment pas rien du tout. Et la plus éloignée, elle était à 10,5 milliards d'années-lumière. Ah bon, on a le temps d'y aller. On a le temps d'y aller. Bon, ok. Voilà. Et donc, si on veut regarder, on peut regarder sur le site du CNES. Et il y a des photos, donc, comme celle-ci, où ils expliquent chacune des couleurs, à quoi elles correspondent, à quelle galaxie qui a été découverte, qu'est-ce qu'ils ont découvert à l'intérieur. C'est fascinant. Je ne vais pas tout vous détailler parce que sinon on y est pour la nuit. Ah oui. Et je pense que Michel a des choses plus importantes et plus intéressantes à nous raconter. Mais c'est vraiment passionnant. Pour ceux que ça intéresse, allez-y, regardez sur le site du CNES. Donc le site du CNES. Ok. Très intéressant. Ouais, il faut aller voir. Allez, on termine cette rubrique actu par cette dernière petite news pour les amis qui veulent aller du côté de la Nouvelle-Calédonie. C'est Air Calin qui ajoute une 3e rotation hebdomadaire aux 2 qui existent à l'heure actuelle entre Nouméa et Paris. Il faudra passer par Bangkok à partir du 17 novembre prochain, avec un vol les lundis en plus de ceux du mercredi et du samedi. Donc vous pourrez aller passer une semaine là-bas. Partez, après il y a le décalage horaire un peu, mais bon. Ces 2 vols du mercredi et du samedi, ils existent depuis décembre 2024. Donc voilà, il y en a un 3e qui se rajoute à partir du 17 novembre. Initialement prévu pour 2026, cette reprise anticipée de la liaison avec Paris répond à la crise actuelle en Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'il y a eu une crise assez conséquente. Et cette accélération s'inscrit dans une stratégie de renforcement des liens avec la France, qui est d'ailleurs le principal marché touristique pour l'archipel. La compagnie avait déjà annoncé la commande de 2 Airbus A350-900 pour 2026 et 2028 pour remplacer les A330 Neo et augmenter en fait les capacités sur l'axe vers Paris et en Asie. Et en parallèle, les liaisons vers Singapour seront maintenues cet hiver, renforcées en haute saison, tandis qu'un vol direct vers Papeete en A330 Neo sera lancé en décembre prochain. Donc plein de destinations nouvelles pour Air Calin. Voilà, ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. C'est un très joli nom, Air Calin. Air Calin, voilà. Écoute, on a fini. On a fini la rubrique Actu de ce soir. Si vous avez des réactions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Il y a déjà des questions qui sont arrivées. C'est ça, est-ce qu'on va résoudre la tension de Hubble avec ça? Je sais pas. Je ne sais pas. C'est des questions, ça va être des questions à poser de notre invité aussi. Hein. Ah oui, N'hésitez pas, en tout cas, hein, on va vous inviter vraiment à poser vos questions. De toute façon, en règle générale, aux invités qui sont là, faut pas hésiter. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes comme on dit d'habitude. Hein. Voilà, écoutez, ah oui, rubrique de Tifri, les PNC perdent-ils les primes sur la vente? J'en sais rien. Je pense. Ils avaient des primes sur les ventes? Ah oui. Oh, je savais pas du Vu tout. que c'est acheté en dehors du réseau, à moins qu'on leur reverse quelque chose dessus, mais je ne suis pas certain. Hein. Ouais. Bonsoir Tom P qui vient d'arriver, bienvenue. Tu arrives juste à la fin de la rubrique Actu et dans un instant, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet puisque nous allons aborder, c'est ici la rubrique Un visage dans les nuages. On va parler d'aviation, on va parler de spatial ce soir avec notre invité. Évidemment, n'hésitez pas à intervenir, j'ai déjà dit, mais je le répète, cette émission c'est aussi la vôtre. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Tu aurais dû mettre un visage dans les Dans étoiles. les nuages, on le retrouve tout de suite, regarde dans le jingle. Un visage dans les nuages. Les rencontres de la zone aéro. Normalement, ça doit fonctionner. Il est là. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Ah, là par contre, on n'entend plus. Est-ce que Nico, toi, tu entends Michel ou pas? Non, tu l'entends pas? J'entends pas Michel, non. Il est pas Ah, il y a peut-être un petit truc. Je regarde. Non. Là. Bon, ça marchait tout à l'heure, mais bon, on est... Non, là, on n'entend pas. Hop, je regarde vite fait les réglages vidéo. Bon, moi j'en profite, je fais des petits bisous à mes élèves. Merci pour les petits messages, ça m'a fait plaisir. Voilà.
Ouais, non, là on n'a pas. Pourquoi? Ça marchait tout à l'heure et là on n'entend plus. C'est curieux. C'est curieux, c'est curieux. Non, là on n'est pas unmute. Bonsoir Free Flight, hein, qui est arrivé également. Alors on va retrouver Michel dans un instant. C'est parce qu'il y a évidemment. des années-lumière de nous. Ah, c'est donc ça. le temps que le son revienne jusqu'à nous. Et... C'est peut-être ça. Alors attendez, je regarde en même non, temps. toujours pas, on nous entend pas. Hop. Normalement invité, c'est ici. Mais moi, j'entends pas le son non plus dans le logiciel. Alors, Michel, si tu nous entends, ce qui serait peut-être bien, c'est peut-être de refermer le navigateur, de recliquer sur le lien, de le rouvrir. Voilà, comme ça, on essaie ça et ça devrait sûrement marcher. Voilà, on va le retrouver dans un instant. Nico, toi, tu as regardé un petit peu les exploits de Michel, qui est quand même pilote d'avion. Alors, il a été astronaute. Alors, pilote d'avion, avant l'émission, j'ai discuté un peu avec lui, quoi. Donc, alors, pilote de chasse d'abord. Hein, après, pilote d'essai. Donc, ça, c'est pas rien non plus. Hein, pilote d'essai, je veux dire. Et puis, après, il a été recruté donc, pour faire astronaute, là, en 1986. Il nous expliquera tout ça, hein, comment ça se passe. Ouais, alors, après, j'ai vu qu'il y avait. Alors, il a volé sur 80 types d'avions différents. Ouais. Alors, faut pas se tromper dans les boutons. Hein. Ouais, c'est possible. Là, j'ai l'impression que ça doit fonctionner. Alors, on va repasser comme ça. Hop, logiquement, on va retrouver Michel qui doit être là. Bonjour. Là, ça a l'air de marcher. Est-ce que vous entendez bien Michel, les amis? Dites-nous dans le chat. Bonjour Michel. Apparemment, ça doit marcher. Voilà. J'ai fait un reset. C'est parfait. Impeccable. Bon, c'est bon, ça marche. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous, ça fait très plaisir. Bonsoir à vous. Alors, tu es le premier astronaute dans la zone aéro. Ça, c'est un honneur. Je suis fier d'être le premier dans la zone aéro. Je n'étais pas le premier de classe, mais je suis le premier dans votre zone. C'est l'essentiel. Très bien. Alors, avant de démarrer, évidemment, on va faire comme d'habitude une petite minute de présentation. On va lancer un chrono qui va apparaître sur nos troncs, là à droite. Et en 1 minute, refaire un petit parcours rapide de ta carrière incroyable. Et après, évidemment, avec le chat, on va rentrer dans les questions, on va parler de plein de choses. Donc, on peut lancer le chrono? Si Michel est prêt. Je suis prêt. Et c'est parti. De la navette. C'est bon, c'est lancé. C'est moi qui parle? Oui. Oui, d'accord. Bon. Donc, Michel Tonini, j'ai commencé comme pilote de chasse sur la base de Cambrai, sur avion SMB2 puis Mirage F1. Ensuite, j'ai été pilote d'essai en faisant une école de pilote d'essai en Angleterre à Boscombe Down. Et après, j'ai été pilote d'essai sur la base de Cazaux, où je m'occupais de Mirage 2000N et des Mirage 2000 et des avions de navigation en suivi de terrain. Et ensuite, je suis parti faire un entraînement. J'ai fait la sélection des astronautes pour Hermès et j'ai fait un entraînement en Russie en 86. À l'époque, c'était l'URSS. Puis un vol dans l'espace en 92. Et ensuite, je suis parti à la NASA pour travailler sur la station spatiale, pour faire un vol sur la navette Columbia en 99. Et ensuite, j'ai dirigé le centre des astronautes européens à Cologne jusqu'à 2011. Eh bien, incroyable. Hein. Wow. Et t'as une ligne parfaite en plus, ça c'est, on sent qu'il a l'expérience. J'ai lu justement que tu n'étais pas étranger au fait d'avoir recruté un certain Thomas Pesquet. Oui, quand je suis arrivé en 2003, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon vol dans l'espace, deuxième vol en 99, je comptais faire un troisième vol. Et ma navette, qui était la navette Columbia, a explosé en 2003. Et en 2003, vu mon âge et vu le potentiel qui me restait pour voler, je me suis dit, avec l'enquête qui va se faire et les modifications de la navette, il faudrait encore 3 ans. Et donc, c'était limite pour faire un troisième vol. Et il y avait une place de manager qui s'ouvrait à Cologne, que j'ai prise pour diriger ce centre qui correspondait au recrutement des astronautes, à l'entraînement des astronautes, le suivi médical et la gestion administrative. Donc, quand je suis arrivé là-bas, mon chef d'avant, qui était Messerschmitt, m'a dit « Tu viens là-bas pour recruter la nouvelle série d'astronautes qui feront des vols dans l'ISS. » Et il y avait Thomas Pesquet dans les 10 000 que j'ai sélectionnés, enfin dans les 6 que j'ai sélectionnés sur les 10 000. Incroyable. Alors justement, s'il y en a qui veulent devenir astronautes, ils peuvent peut-être te poser des questions parce qu'ils vont avoir des réponses sur l'entraînement et tout ce qu'il faut.
Oui, je leur dirais quelles sont les qualités à avoir et ce qu'il faut faire, mais il faut surtout beaucoup travailler, beaucoup de motivation et puis se lancer et tenter la carrière, même si elle est hypothétique. Hein. On se lance pour être astronaute et puis si jamais on n'y arrive pas, ben on sera ingénieur d'un bon niveau. Mais ceux qui ont fait la sélection et qui n'ont pas réussi, bizarrement, n'en ont pas un goût amer. Ils sont quand même contents d'avoir participé à la sélection. Ouais. Alors, il y a Avant Pizza qui dit votre CV est l'équivalent de 5 à 6 vies entières. C'est vrai que c'est aussi un conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est que je ne suis pas arrivé là sans mal et sans travail, donc il faut beaucoup travailler. Et c'est vrai que j'ai toujours évité de passer du temps sur les jeux vidéo et sur des choses qui ne m'apportaient pas grand-chose. Donc j'ai travaillé beaucoup et quand j'ai du repos, c'est du repos actif, donc je vais faire du sport. Et quand j'arrête le sport, je vais lire un livre qui sera intéressant. Mais j'ai toujours essayé d'avoir des distractions qui soient le plus constructives possible. Et voler encore un petit peu ? Je vole toujours sur Cessna, donc c'est pas des avions aussi rapides que les Mirage, mais je prends du plaisir à voler sur Cessna. J'ai fait notamment, il y a pas très longtemps, un vol de nuit de Étampes jusqu'à La Roche-sur-Yon. Et donc on décolle de jour, on arrive de nuit à La Roche-sur-Yon. Et je peux vous dire que passer sur la moitié de la France en vol de nuit sur un avion en VFR à 500 pieds sol ou à 1000 pieds sol, c'est quelque chose de vraiment grisant, aussi bien que de faire un vol sur Mirage. Ah ben voilà, donc ça va être accessible à tous. Enfin, avec un petit entraînement quand même. Oui. Il y a déjà des réactions. Un Nonard qui dit si jamais vous cherchez une nouvelle recrue, je suis dispo, je suis pilote sur PR28. D'accord. Donc il y a déjà des propositions qui fusent dans le chat évidemment. Et Nico, je suis sûr qu'il a une question. Oui, une, si c'en était qu'une. Voilà, je vous emboîte un peu toute la soirée, parce que là, on est parti jusque demain matin au petit jour. Hein. Je crois que là, non, ça a duré longtemps. J'aime bien toujours poser la question au début de cette passion de l'aéronautique. Elle vient de où et comment vous la viviez avant de piloter vraiment, en fait? Alors moi, c'est toujours je fais des maquettes, donc je faisais des maquettes, je lisais des revues, etc. Comment vous avez vécu votre passion pour l'aéronautique avant de piloter, en fait? Alors moi, c'est un contexte familial parce que mon père a fait la guerre 2 fois contre les Allemands, une fois en tant que soldat, une fois en tant qu'engagé. Et dans la guerre, il était opérateur morse. Donc il faisait les communications en morse entre les forces françaises et le front qui était avancé. Et il a fait donc 4 ans de morse. Et lorsque la guerre s'est arrêtée, Air France recrutait des opérateurs morse parce que les communications entre les avions et le sol se faisaient en morse. Donc à l'époque, c'était des avions Super G Constellation, qui étaient assez lents, des avions à moteur à l'ancienne. Et mon père s'occupait des transmissions morse, des stations réceptrices qui étaient au sol en Afrique et en Martinique. Donc moi, j'ai suivi mon père et donc à 1 an, j'étais déjà à Brazzaville pendant que mon père travaillait là-bas. Et donc j'étais toujours dans les avions parce que j'ai commencé à piloter assez tôt. Mon père rêvait d'être pilote et il a transmis, il a dit bon, moi j'ai pas pu être pilote, mais j'aimerais bien que mon fils soit pilote. Mais il y avait quand même un petit hic, c'est que la scolarité en Afrique n'était pas très bonne, donc je n'avais pas du tout les notes et la possibilité d'être pilote parce que je n'avais pas des bonnes notes en Afrique. Et c'est quand je suis rentré en France à l'âge de 10 ans où j'ai eu en banlieue parisienne, j'ai eu un prof de maths qui m'a fait passer de dernier en maths à premier en maths. Et là, j'ai commencé à dire, bon, je pourrais peut-être faire quelque chose de ma vie, soit prof de maths, soit ingénieur, soit pilote. Et donc, j'ai essayé les 3 carrières. J'ai commencé à me préparer pour être prof de maths. Puis après, je me suis préparé pour être ingénieur des arts et métiers. Et après, j'ai fait des classes de maths sup, maths spé pour faire l'école de l'air et pour être pilote. Voilà, d'accord. Donc, vous avez commencé directement pilote de chasse, finalement. C'était pour faire ça. Alors, je veux dire, c'est une petite rigolade qui s'est passée avec mes copains, c'est que comme mon père était à Air France dans des avions de transport, quand je suis arrivé dans l'armée de l'air, j'aurais dit aux militaires, j'aurais être pilote de Nord-Atlas, de Transalp et de Nord-Atlas à l'époque. Ils m'ont dit non, le rêve d'un pilote, c'est de faire un pilote de chasse. Donc d'abord, vous essayez de faire pilote de chasse, et puis si vous avez un problème physique avec la colonne vertébrale, avec la vue ou autre chose, à ce moment-là, vous direz c'est l'avion de transport. Donc au début, ils se sont un peu moqués de moi. Mes copains se moquaient de moi. Et puis finalement, j'ai dit, bon, je vais faire pilote sur Mirage. Et ça s'est bien passé. Mais ça n'a pas été facile quand même. Donc c'est sans regret d'être pilote sur Mirage, sans regret.
Ah non, sans regret, parce que parce que la formation dans l'armée, elle est extraordinaire, parce que vous commencez sur les petits avions, on a commencé sur planeur, ensuite on commence sur des mousquetaires, des avions à hélice monomoteurs, et après on commence le pilotage sur Fouga Magister, donc des avions à bimoteur mais biréacteurs, qui vont assez lentement, et après il y a une formation sur un avion un peu plus rapide, sur le T-33 qui était à Tours. Après on passe sur Mister 4 qui était le premier avion monoplace qui était à Cazaux. Et après, je suis parti en escadre sur Super Mystère et Mirage F1. Donc il y a une progression qui se fait lentement et qui fait qu'on est à l'aise parce que c'est très progressif. Et pourquoi on vous fait commencer à piloter sur planeur plutôt que sur avion? Alors parce que d'abord, premièrement pour des raisons économiques, parce que le planeur c'est quand même moins cher qu'un avion. Deuxièmement, le pilotage d'un planeur permet de coordonner complètement les axes de pilotage en mettant de la direction avec le palonnier, chose qu'on n'est pas obligé de faire sur un avion à hélice. Et donc de synchroniser ce pilotage finement avec l'utilisation du pied permet, dans des cas de figure assez complexes en avion de chasse, de récupérer l'avion, même dans des cas graves comme les vrilles par exemple. Donc l'appréhension d'un vol symétrique et de la coordination du vol, c'est-à-dire le vol, la bille au milieu, eh bien l'excellence se fait dans un planeur. Donc j'ai remarqué que quand j'étais pilote de chasse, les meilleurs pilotes de chasse étaient des anciens pilotes de planeur. D'ailleurs, je crois que ça avait été retiré des cursus et ça a été remis il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne sais plus quel est le cursus aujourd'hui, mais le planeur, c'est vraiment une très très bonne école parce qu'en plus, il faut se poser sans moteur, donc il faut calculer, dès que vous avez décollé, il faut trouver son altitude, trouver des thermiques pour remonter, donc il y a un travail d'observation et un calcul assez complexe à faire pour monter en altitude, et ensuite il faut calculer sa distance et sa hauteur pour avoir le bon ratio pour entrer au terrain. Sinon, on se pose à l'extérieur et ça arrive, et ça c'est à éviter bien sûr. Il faut à l'attente et puis il faut dormir sur place. Le proverbe qui dit qu'un pilote n'est pas terminé s'il n'a jamais fait du planeur, c'est vrai alors? Je pense qu'aujourd'hui encore, d'ailleurs je conseille aux jeunes qui veulent piloter de commencer par du planeur parce que c'est une formation, d'abord c'est la plus économique, deuxièmement c'est une formation où on va travailler avec un esprit d'équipe. Quand on fait du planeur, on ne fait pas une arrivée dans l'aéroclub pour faire un vol et repartir. Vous restez là-bas, vous arrivez le matin, vous aidez les autres à partir en vol, vous récupérez les autres planeurs. Donc il y a un travail d'équipe qui est, à mon avis, fondamental pour cette formation de pilotage et de formation après de pilote de chasse ou de pilote de transport sur les vols d'Air France, par exemple. Donc c'est du technique, mais aussi du non technique. C'est comme beaucoup de choses, hein. Il y a le savoir-faire et le savoir-être, et dans le planeur, vous avez les deux, le savoir-faire et le savoir-être. Ah voilà. Nico? Oui, non, mais je reviens sur tout à l'heure, parce que j'ai annoncé, j'avais parlé du Baron Rouge la semaine dernière, là, pour le 21 avril, etc. Et donc, j'avais dit, il y avait des points communs avec Michel, là, ce soir. Parce que Michel, il a été pilote de chasse dans le nord de la France, comme le Baron Rouge. Il a travaillé à Cologne. Le Baron Rouge a appris à piloter à Cologne. Oui, je sais, oui. Voilà. Et puis, la couleur rouge aussi. La couleur rouge du Baron Rouge. Mes joues. Non, mais non. Du coup, c'est une nouvelle information que j'ai eue tout à l'heure en discutant avec vous. C'est votre arrivée dans le nord de la France. Ah oui, les betteraves. Voilà, les betteraves. Petite anecdote de bienvenue chez les Ch'tis. Oui. Voilà votre arrivée on arriva à Cambrai, là. Comment ça s'est passé alors? J'étais pilote à Cazaux et j'avais, je me souviens, une vieille 203 décapotable d'occasion avec une capote qui ne fermait pas très bien. Et j'arrive donc à Cambrai, donc de Bordeaux, de Cazaux jusqu'à Cambrai, ça fait quand même une sacrée trotte. Et j'arrive là-bas et c'est un jour où il pleuvait, ce qui est tout à fait fréquent dans le nord. Et la base de Cambrai, la base d'Épinois, elle se trouve au nord de la ville de Cambrai. Et il y a un petit chemin, et donc on passe par la grande route et après on sort par un petit chemin pour une seule voiture. Et j'arrive sur la base et j'étais derrière un tracteur qui remorquait des betteraves. Il pleuvait, donc je me souviens, j'étais en voiture et les betteraves tombaient, le jus de betterave tombait de la charrette. Et moi, j'étais éclaboussé dans la voiture, dans ma voiture décapotable avec le jus de betterave. Et je suis arrivé plein de betteraves avec une voiture extrêmement sale. Et en plus, ça glissait beaucoup parce que la voiture avec la betterave, c'était vraiment très difficile. Donc, j'ai eu une arrivée un peu complexe. Et j'ai bien aimé d'ailleurs la phrase dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, on arrive en pleurant et on part en pleurant. Ah, c'était votre cas du coup.
Oui. C'était ton cas du coup, d'accord. Oui, c'était mon cas aussi. J'ai beaucoup aimé parce que c'est grâce à Cambrai que j'ai commencé à piloter vraiment des avions de chasse. J'ai fait des opérations extrêmement intéressantes. J'ai passé tous les stades, encore une fois avec progression, que fait très très bien l'armée de l'air, de pilote à l'instruction, pilote opérationnel, sous-chef de patrouille, commandant escadrille. Et donc il y a un examen à passer tous les ans. Donc il faut vraiment des examens en vol, des examens théoriques, des examens pratiques. Donc il y a une formation continue, on ne vous lâche pas jusqu'à ce que vous ayez vraiment passé tous les examens. Et une fois que vous êtes commandant escadrille, eh c'est à vous de former les autres. Donc j'ai formé par exemple Stéphane Abrial, qui est devenu après le chef d'état-major de l'armée de l'air. Et je suis assez fier d'avoir formé Abrial et Pesquet, qui ont tous les deux très bien réussi. Donc j'ai rempli mon devoir et mon travail pour cette terre. Ah ben voilà. Et donc vous avez commencé sur SMB2, c'est ça, à Cambrai? Oui, à Cambrai c'était SMB2 et la loi pour la règle pour les bases aériennes à l'époque, c'était que la base qui avait l'avion le plus vieux, parce que le B2 c'était l'avion le plus vieux de l'armée de l'air de toute la France, eh bien c'était à nous de récupérer l'avion le plus récent et donc c'était le Mirage F1. Le Mirage F1 est sorti en 76 pour nous et on l'a récupéré en 76. Donc j'ai fait une formation à Reims sur l'escadron Normandie-Niemen pendant 6 mois. Sur Mirage F1, et après on a ramené les Mirage F1 à Cambrai, et on a commencé à travailler sur Mirage F1 à partir de ce moment-là. Mais j'ai fait toute ma carrière sur Mirage F1, j'ai fait 2 ans sur SMB2, plus 5 ans sur Mirage F1. Donc j'ai 1000 heures de Mirage F1. C'était déjà de l'interception, il y avait aussi des missions de reconnaissance, parce que le Non, F1 fait plein de choses. Non, le Cambrai, c'était la défense aérienne. C'est le CAFDA, donc c'était le commandement de défense aérienne. Donc nous, c'était la chasse tout temps. Donc on devait décoller par tous les temps. Hein, alors à Cambrai, c'est facile parce qu'il fait toujours mauvais. Donc on était dans le tout temps assez facile. On décollait de nuit et on faisait des interceptions de nuit sur des avions à n'importe quelle altitude. Et on était principalement à 80% en mission de défense aérienne, mais dans l'armée, chaque mission a une mission principale que la défense aérienne et une mission secondaire qui était l'attaque au sol, donc on faisait aussi un peu d'attaque au sol. Et est-ce qu'à l'époque vous avez eu une mission sérieuse de guerre? Oui, enfin une mission d'interception, quelque chose que vous pouvez raconter, qui soit plus secret défense maintenant. Mais... Alors non, parce que finalement, quand j'étais en escadron, il n'y a pas eu de guerre jusqu'à de l'époque de 74 à 81, on n'était pas du tout en guerre. Ça commençait déjà à être un petit peu tendu au niveau du Polisario. Et c'est en 81 que mon escadron a décidé, c'est en 81-82 qu'ils sont partis au Polisario. Et c'est l'époque où j'avais terminé mon temps de pilote de chasse, enfin commandant escadrille, et que je suis parti en école de pilote d'essai. Donc moi, je suis parti en pilote d'essai parce que j'étais en fin de cycle de commandant d'escadrille, alors que mon escadron est parti faire la guerre au Polisario à ce moment-là. Okay. Et des interceptions d'avions soviétiques Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Et donc, pilote d'essai, c'est l'Epner, c'est ça? Alors, pour vous dire, c'était l'époque de 81, et je m'en souviens très bien, parce qu'elle arrivait du président Mitterrand au pouvoir. Et à l'époque, j'avais demandé à être pilote d'essai et de faire mon école à Patuxent Rivers, aux États-Unis, c'était l'école américaine. Donc j'étais parti pour aller aux États-Unis. Et à l'arrivée du président Mitterrand, il y a un petit problème entre les Américains et la France, ce qui fait que mon stage aux États-Unis a été annulé. Et comme je parlais l'anglais, ils m'ont dit tu partiras faire le stage en Angleterre à Boscombe Down. Et j'ai fait le TPS, qui est l'Empire Test Pilot School, en Angleterre. Donc j'ai resté 1 an en Angleterre. J'étais pas prévu pour aller en Angleterre, mais j'ai fait l'école en Angleterre. Et finalement, ça m'a servi parce que c'est d'avoir été en Angleterre où j'ai beaucoup travaillé. C'est une école qui était très très dure, qui m'a permis de venir après comme pilote à Cazaux et qui m'a permis ensuite de bien faire toute la sélection pour être astronaute par la suite. Alors l'Epner, c'est l'équivalent français des autres pays. Oui, il y a 3 écoles, enfin il y a plusieurs écoles de pilote d'essai, mais les échanges se font entre l'école de l'Epner, qui est l'école française, l'école anglaise, qui est le TPS, et il y a 2 écoles de pilote d'essai aux États-Unis. Donc il y a 4 écoles au total. Les échanges se font entre Patuxent Rivers aux USA, Boscombe Down en Angleterre et Istres pour l'Epner. Après j'ai été voir l'école de pilote d'essai russe, qui était au sud de Moscou. Et j'ai volé d'ailleurs avec le CEV russe, mais il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'échange entre les pilotes russes et les pilotes français. Et ça ressemble... Vas-y, Nico. Non, c'est parce que j'avais vu que vous aviez piloté
J'ai du mal à te tutoyer. Vous savez piloter 80 C'est mes cheveux, appareils c'est mes cheveux, différents. c'est ça. Non, c'est le statut. Vous inquiétez pas, c'est le statut parce que des cheveux blancs, j'en ai aussi, puis moi, on ne vous voit pas. Non, c'est parce que j'ai vu que vous aviez piloté au moins 80 types d'avions différents. Et là, Oui. en Angleterre, par exemple, comme dans l'école de pilote d'essai, vous avez piloté quoi comme type d'avion là-bas en anglais? Ah bah j'ai fait le Lightning par exemple, comme avion anglais. le Lightning, d'accord. Qui était pratiquement l'un des seuls avions où les deux moteurs sont superposés. Ouais. Et c'est un avion D'accord. qui avait une autonomie en pétrole assez faible. Et la consommation des réacteurs au ralenti au sol était presque la même qu'en vol. Donc chaque minute qu'on perdait au sol au roulage était une minute de perdu pour le vol. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on attendait de voir le circuit, les avions qui étaient en circuit. Et lorsque le circuit était clair, on mettait en route pour décoller, pour éviter d'attendre au point de manœuvre. Parce que chaque minute d'attente était vraiment préjudiciable. Et moi, j'ai eu la chance de faire le Lightning biplace en instruction. Et c'est biplace côte à côte. Et j'ai fait le Lightning monoplace pour faire la thèse, qui est le travail de devoir de pilote d'essai. Donc on a fait une thèse à la fin, on a décortiqué un avion sur toutes ses coutures pour savoir comment il fonctionnait, quels étaient les défauts, quels étaient les systèmes qui marchaient bien ou pas bien pour les opérations réelles. Ouais, c'est intéressant ça. Intéressant, ce que j'ai fait aussi, c'est du Hunter. On faisait des vrilles Hunter, donc on montait à 45 000 pieds et on partait à 45 000 pieds et on faisait des vrilles d'eau. Donc on mettait l'avion sur le dos et l'avion ne voulait pas passer en vrille d'eau, donc il fallait donner des à-coups en roulis, il fallait le faire basculer comme ça et à un moment donné il partait vite sur le dos en vrille et quand il était en vrille on l'amorçait la vrille et on l'augmentait avec un coup de pied assez fort pour qu'il s'installe en vrille. Et après pendant la vrille d'eau, donc vous êtes sur le dos en vrille de 45 000 pieds jusqu'à 20 000 pieds, pendant ces vrilles il fallait compter le nombre l'altitude perdue à chaque tour de vrille, le temps pour un tour de vrille, les oscillations du nez à chaque tour de vrille, et donc c'était quelque chose que j'avais noté sur un petit papier pendant que j'étais en train de faire la vrille. J'avais un petit magnétophone où je dictais mes impressions, et puis je mémorisais aussi. Et puis il fallait mesurer tout ce qui se passait dans la cabine, les mouvements du manche, etc. Là, c'était un petit peu chaud quand même. Trop facile, sacré job. Trop facile. Je vois que ça dépasse axe plan vitesse en finale. Ça y est. Moi, je m'adresse juste aux élèves. Vous voyez, il y en a, ils ont du mal à écrire sur les tablettes quand on est en croisière. Michel, il écrit quand il est en vrille sur le dos. Donc, vous avez une marge de progression, les amis. Alors, ce qu'on apprenait, c'est vrai, ce qu'on apprenait beaucoup, c'est que la restitution la meilleure, c'était de donner les altitudes. Par exemple, on disait 2000 pieds par tour, ou bien le timing qu'il y avait par tour de vrille, et on le prononçait comme ça de façon à la voix. Et après, ce que je faisais, c'est que j'ai essayé de me souvenir de ce que j'avais dit pendant le vol. Et ça, c'est un entraînement. À force de le faire, on se souvient de tous ces paramètres, et j'arrivais à les noter sur le papier. Mais c'est compliqué parce que pour chaque vol qu'on faisait, il y avait 2-3 heures de préparation et après il fallait écrire, donc il y avait 5 heures d'écriture. Donc 2 vols, ça faisait tout de suite 16 heures de travail. Donc j'ai dormi 3 heures par nuit pendant un an, quoi. Et après, justement, ça a ouvert on parlait d'astronautes, mais en termes de pilotage d'avion, ça t'a ouvert d'autres portes? Après, j'ai piloté tous les avions qui existaient en France. J'étais pilote d'essai surtout. J'ai fait du Mirage 4, par exemple, Mirage 4 à SMP. J'ai fait du suivi de terrain sur le Mirage 2000N, le Mirage 2000C. J'ai fait tous les essais des armements laser avec le Jaguar et le Pod Atlas. Donc tout ce qui passait, j'essayais bien sûr. Incroyable. J'ai une question. À quoi ça ressemblait une journée type à l'EPNER? Alors les journées type, c'était d'abord il y avait des réunions avec les ingénieurs. Le travail avec l'EPNER, enfin pas l'EPNER, mais le travail de centre d'essai en vol, c'est un travail en collaboration entre les ingénieurs et les pilotes. Donc il y avait des réunions tous les jours avec les ingénieurs pour savoir quels étaient les programmes à faire dans l'année qui venait ou bien dans les 6 mois qui venaient. Par exemple, il y avait le Mirage 2000N qui arrivait, donc il fallait préparer le nombre de vols à faire, le type de vol qu'il fallait faire pour chaque essai, et puis après de répartir la formation et les essais en vol entre les différents pilotes disponibles. Et pour cela, il fallait transformer les pilotes sur le Mirage 2000N pour qu'ils soient capables de piloter l'avion. Mais c'est vrai que sur un travail de pilote d'essai, il faut savoir sauter d'un avion à l'autre rapidement. Le maximum que j'ai fait, c'est 5 avions différents dans la même journée.
Donc j'ai fait par exemple du vautour. Après, je faisais 1 heure de Météor. C'est du Gloster Météor qui est un avion anglais. Puis il y aurait du Jaguar, du Mirage 3. Et puis le soir, je faisais du Mirage 2000. Donc il fallait pouvoir sauter d'un avion facilement, en confiance. Et pour ça, il fallait avoir des mécanismes d'adaptation assez importants. Et ça dit, Les ergonomies, les cockpits avaient des ergonomies différentes, donc c'était difficile quand même. Oui, les ergonomies sont différentes, mais le manche est toujours entre les jambes, la manette est à gauche, donc c'est comme des points communs. Le démarrage, c'est souvent des procédures qui sont communes. Les circuits hydrauliques se ressemblent beaucoup entre les avions, donc il n'y a pas de grosse différence. Ce qu'il faut, c'est savoir, en cas de panne, réagir vite et être toujours pour la sécurité. Alors oui, ça reste la même chose pour les commandes, tout ça, mais c'est quand même comme le dit Nicolas, des conceptions différentes. C'est des avions qui sont complètement différents, des manières de réagir justement complètement différentes. C'est pas évident du tout, je trouve. D'ajouter toute cette masse d'informations en si peu de temps. C'est ce qu'on apprend en école de pilote d'essai à l'ETPS en Angleterre. On avait 10 ou 15 avions différents et ils nous apprenaient à passer d'un avion à l'autre rapidement et de façon à s'adapter le plus rapidement possible. Donc ça, c'est vraiment le propre d'un pilote d'essai, de savoir s'adapter d'un avion à l'autre sans aucun problème. Par exemple, j'ai fait du deltaplane à moteur. À l'époque, c'était un programme de Leclerc, vous savez, les magasins Leclerc, qui vendaient des deltaplanes armés dans des pays d'Afrique, je crois. Et donc, on a fait des essais sur le deltaplane armé avec des roquettes, lance-roquettes. Donc, on a dû essayer ça. Et le soir, je faisais un essai sur un Mirage 4 ou un Mirage 2000. Donc, il fallait passer d'un avion à l'autre assez rapidement et sans... C'était des deltas. Oui, c'est des deltas toujours. C'est improbable comme situation. Oui. Et je veux pas peut-être pas réveiller de mauvais souvenirs, mais est-ce que vous avez eu des incidents sérieux, des moments de tension? Un incident en vol ou en vol, oui, pendant un essai, quoi, par exemple. Alors j'ai eu 3 fois, oui, 3 fois. Alors, en tant que pilote de chasse, c'était sur SMB2. Alors, vous savez qu'à Cambrai, il fait mauvais tout le temps et on faisait le SMB2 se posait quand même pas très très bien. Il arrivait vite et avec très peu de moyens de navigation. Et on décolle faire un exercice. On avait des exercices qui étaient imposés, donc des exercices de défense aérienne. Et là, on décolle. Il faisait mauvais, on décolle le matin, enfin vers midi, on décolle de Cambrai. Et là, on va pour se poser à Cambrai. Donc, on était à la norme de pétrole qui était correcte, genre 1000 litres ou 1100 litres. Et là, ils nous disent Cambrai est rouge. Rouge, ça veut dire on ne peut pas se poser. Donc, on part à Reims. Ils nous déroutent à Reims. Donc là, j'arrive à Reims. Et là, Reims passe rouge aussi. Oh. Le terrain était mauvais. Donc, ils me disent donc tu vas à Saint-Dizier. Entre-temps, Saint-Dizier passe rouge aussi. Donc, c'était 200 pieds rouge. 200 pieds et 1000 mètres. Donc, j'étais... beaucoup moins de pétrole, donc j'avais peut-être 1100 litres à Cambrai, il me restait plus que 600 litres, 800 litres à Reims, je refais leur usagage, je vais à Saint-Dizier, il me reste 400 litres pour faire, ou 500 litres pour la finale, je fais la finale, et là je me prends très très mal pour la finale, c'était des finales GCA, donc on est guidé par un contrôleur, c'est 2 degrés à gauche, 2 degrés à droite, hein, on n'avait pas d'ILS à l'époque du tout, donc je suis les guidages, et là je vois la piste au dernier moment, et quand je vois la piste, je vois moi je suis à gauche, la piste est à droite, et je vois la piste au dernier moment, je dis, si je fais un virage pour me toucher la piste, enfin, pour me poser maintenant, je vais toucher l'aile, et je vais exploser à ce moment-là, donc j'ai décidé de ne pas me poser, j'ai remis les gaz, mais il ne restait plus rien. Et là, j'ai dit au contrôleur, bon, je vais tenter de faire, avec le pétrole qui me reste, il me restait 200 litres. 100 litres, c'est pas grand-chose. Hein. J'ai dit, je vais tenter de faire un dernier atterrissage. Et je me suis dit dans ma tête, si ça marche pas, ben, je m'éjecte. Tant pis, hein, c'est pas... Il vaut mieux perdre l'avion que le pilote. Donc, je fais le virage rapidement avec un contrôleur qui était un moustachu. Hein, alors, j'ai senti que la voie avait changé, donc c'était un gars qui s'y connaissait bien. Puis, il m'a guidé précisément, c'est-à-dire qu'il me guidait non seulement en me donnant les caps, mais en anticipant par rapport à ma façon de piloter. Donc c'était un gars qui avait vraiment d'expérience, qui avait de la bouteille, donc il m'a guidé bien. Et là, je suis arrivé sur la piste, l'avion s'est posé, je suis arrivé en bout de piste, le moteur s'est éteint. Oh, incroyable. Mais on retrouve en fait le lien avec la couleur rouge dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est la couleur rouge, du terrain rouge. Après, j'ai fait une interception en Mirage F1 où je suis passé très très près d'un avion en face à face. On est passé, donc moi j'étais à Mach 1, l'autre était à Mach 4, donc on est passé à Mach 2, mais on s'est croisé à 1 mètre. Et quand on s'est croisé, j'ai senti l'avion qui faisait poup.
Et son avion, il a fait boum aussi. Et quand on s'est croisés, il y a eu un silence radio, personne ne parlait plus, on pensait qu'on était mort, mais on était encore vivants. Là, on est chaud et c'était une mauvaise manip. Et la troisième fois, c'était en Sardaigne, parce qu'on faisait des essais de simulation avec un centre qui se trouve au sud de la Sardaigne. Et moi, j'étais parti avec un avion qui avait moins de pétrole que les autres. J'étais à 3006, les autres étaient à 4002. Et on a commencé à faire des passes de tir sur les avions qui étaient des plastrons. Et on a fait encore une passe de tir. Et moi, j'étais avec un ingénieur derrière qui voulait faire encore une dernière, puis une dernière. Et lorsqu'on a fini les passes de tir, on était court pétrole. Il fallait remonter du point où on était pour remonter en altitude et se poser après au sud de la Sardaigne. Et arriver en train de monter, les contrôleurs italiens me disent « Bon, ça passera jamais, allez vous dérouter à Solenzara ». Alors je calcule sur la carte, Solenzara, ça passera jamais, mais j'étais avant, donc je dis « Je refuse, je vais en Sardaigne » parce que je connaissais bien la Sardaigne et le sud de la Sardaigne. Donc j'ai insisté, c'est pareil, je suis monté, les Italiens ne voulaient pas, j'ai dit « Je me pose quand même » et j'ai insisté, et j'ai refusé d'ailleurs de me dérouter. Et je me suis posé en Sardaigne. Et l'avion s'est arrêté, pas de moteur, quand je me suis posé sur la piste. Alors, je me suis fait engueuler après, mais j'étais certain que j'allais casser l'avion en allant en Corse et que j'allais sauver l'avion en allant. J'en étais certain. Mais j'ai quand même dit à mon équipier derrière, j'ai dit, bon, prépare-toi à t'éjecter parce que là, on est vraiment très très mal au niveau pétrole. Mais c'était de ma faute, on avait mal géré le pétrole. Donc à chaque fois, c'était quand même un peu de ma faute ou de la faute de la météo. Ok, mais c'est comme ça aussi qu'on évolue, qu'on apprend et. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Non, mais là, ça coupe la voix, là, un peu. Hein, ça... respirez un peu, là, respirez bien. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, d'ailleurs. Il y a I Want a Pizza qui pose cette question, qui dit « Michel Tonini de Un café dans l'espace, est-ce que c'est un homonyme ou c'est le vrai ?» Ah oui, c'est le mien, c'est mon livre. Et ben voilà. C'est mon livre, Un café dans l'espace. Voilà. Alors après, on peut se poser la question, pourquoi le titre Un café dans l'espace? Oui. Pourquoi alors? Et c'est bien, ça nous permettra de basculer après sur la partie spatiale. Ah oui, alors, le café dans l'espace, c'est que, donc après ce travail de pilote d'essai, je vais en Russie faire l'entraînement et le vol. Et je fais le vol en 92, donc on décolle en juillet 92. À l'époque, on décolle de Baïkonour sur une fusée Soyouz, avec un vaisseau Soyouz, on est 3 personnes à bord. Et à l'époque, nos computers, nos ordinateurs étaient mauvais, donc on n'avait pas des puissances de calcul très fortes. Et donc le rendez-vous ne se faisait qu'en 2 jours. Il fallait décoller un jour, et il fallait attendre 2 jours en orbite pour arriver sur le rendez-vous. Donc 2 jours de camping dans un vaisseau à 28 000 à l'heure, donc on ne dort pas beaucoup, on était un peu crevés. Et donc le rendez-vous se fait en phase de jour, donc il faut qu'on soit, vous savez que quand vous tournez autour de la Terre, il y a 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit, donc il faut qu'on soit 2 jours, donc il faut calculer les orbites pour qu'on soit sur la Russie et sur l'URSS 2 jours, et avec un contrôle sur l'URSS pour qu'on puisse avoir les antennes radar de l'URSS qui soient branchées sur le vaisseau et sur la station spatiale pour nous aider dans le guidage. Parce qu'on a un guidage à nous, mais ils veulent vérifier que le guidage de nos antennes radar, c'est quand même correct. Donc on arrive, on est un peu crevé, on commence... moi je vois la station qui est à droite, donc on est à peu près à 100 km, et j'arrive à la voir à ce moment-là. Et puis on arrive par phase, donc on arrive une première phase, et puis on arrête l'altitude et la distance pour stabiliser, et puis on se rapproche, et puis après on doit avoir un feu vert du centre de contrôle de Moscou avant de se rapprocher. Donc on se rapproche une fois, puis on attend, on se rapproche une fois, puis on attend. Et puis il y a quand même des temps morts, hein, parce que on va à 28 000 à l'heure, donc c'est rapide, mais il y a beaucoup de temps morts avant le rendez-vous, parce qu'il faut le faire de façon précise. La station est à 28 000 à l'heure, nous sommes à 28 000 à l'heure, et il faut enquiller dedans à 30 cm par seconde, donc c'est quelque chose de faire très précis. Et dans un de ces blancs, on est tout proche de la station, on est à 10 km, et les Russes me disent, bon, vous allez bientôt revenir dans la station et vous accoster, on va vous accueillir, et on va préparer les boissons chaudes pour votre arrivée. Michel, qu'est-ce que tu voudrais? Est-ce que tu veux un café avec sucre ou sans sucre, ou est-ce que tu veux un thé? Alors, j'ai trouvé que nous, on était tellement stressés, fatigués par le vol, on pensait à autre chose, on n'était même pas sûr d'arriver à faire le rendez-vous. Et là, les Russes qui me disent, tu veux un café avec sucre ou sans sucre, avec du lait ou sans lait? La question était vraiment dérisoire par rapport à notre préoccupation du moment. Et donc, j'en ai fait le titre de ce livre. Incroyable. Incroyable. On a les anecdotes là. Alors justement, cette arrivée dans le spatial,
comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que les étapes se sont passées les unes après les autres. Et à chaque fois, en fait, c'est quoi? C'est la lumière qui se rajoute jusqu'à avoir, ça y est, la fenêtre ouverte, ou tu les as pris étape après étape? Non, alors dans ce cas, moi, tout d'abord, l'arrivée de pilote de chasse et pilote d'essai était le résultat du fait que j'avais l'expérience la plus importante sur le Mirage F1, qui était l'avion le plus moderne de l'époque. J'avais 1000 heures sur Mirage F1 et que mes chefs m'avaient dit on a besoin de toi pour travailler sur les prochains radars du Mirage 2000 parce que le F1 avait un radar qui était de moyenne qualité. On voulait avoir le Mirage 2000 qui était un radar qui était de meilleure qualité, de meilleure capacité. Donc il m'a incité à faire ce travail de pilote d'essai pour travailler sur les futurs radars. Donc j'étais comme pilote d'essai. Et lorsque je suis pilote d'essai à Cazaux sur tous les systèmes d'armes, Mirage 2000, etc., eh bien, arrive la construction du programme européen Hermès, qui était la navette européenne lancée par Ariane 5. Et c'était un avion planeur, c'était un avion hypersonique qu'il fallait valider par des pilotes d'essai. Et en Europe, il y avait très très peu de pilotes d'essai. Donc la France a fait une sélection d'astronautes. Et ils ont sélectionné 7 astronautes, dont lesquels il y avait 7 astronautes, dont 2 pilotes d'essai, pour travailler sur le pilotage d'Hermès, pour travailler sur le programme Hermès. Donc j'ai été sélectionné en 85 avec le but de voler sur Hermès et de travailler sur Hermès. Et alors, après, comment se passe la phase d'entraînement? On t'explique, on te guide? Alors l'entraînement, d'abord, moi j'aurais dû partir aux États-Unis, mais arrive l'accident de la navette Challenger. Donc au lieu de partir aux USA, je pars faire l'entraînement à Moscou. J'étais remplaçant de Jean-Luc Chrétien. Donc je suis parti en 86, en novembre 86 à Moscou. Et là j'ai fait l'entraînement, d'abord apprendre le russe, apprendre la mécanique spatiale, c'est-à-dire tous les thèmes du spatial, les systèmes de support vie, les systèmes de température, les systèmes électriques, tout ce qui fonctionne dans un vaisseau et dans une station spatiale. Ensuite, le travail sur des simulateurs de systèmes, et après sur le vaisseau Soyouz avec les pannes, les fonctionnements normaux, puis les pannes qui sont de plus en plus graves. D'accord. Okay. Alors c'est vrai que la formation d'astronaute, ça ressemble à la formation d'un pilote. Hein. C'est travailler au simulateur, et puis une fois qu'on a bien les checklists, eh bien on rajoute des pannes, et puis on rajoute des pannes de plus en plus graves. Et une mission en vol, quand vous partez dans l'espace, le décollage dure 9 minutes, mais c'est la partie la plus dynamique et la plus dangereuse. Et dans ces 9 minutes, eh bon, les instructeurs vont rajouter des pannes de plus en plus complexes. Et ça se termine en général avec le feu à bord, la dépressurisation, les moteurs qui ne fonctionnent pas, donc il faut s'éjecter ou se poser dans une zone inhabitée, et ça se termine toujours de façon assez complexe. Donc les vols sont toujours des épreuves difficiles pour les astronautes, et on doit travailler les trois ensemble. On est trois dans le Soyouz, on doit travailler en communication entre le commandant de bord qui est au milieu, le responsable des moteurs qui est à gauche, et le responsable de navigation qui était moi, qui était à droite. Et donc c'est comme les avions finalement, le feu c'est les nuits. C'est comme un avion à 3 places de front. Mais c'est pas grand-chose par rapport au rideau, par rapport au saltan de Cambrai. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est vrai, mais quand ça va mal dans l'espace, ça peut aller mal très très vite. C'est-à-dire que la moindre panne à laquelle on peut faire attention, par exemple une panne de dépressurisation avec un scaphandre qui n'est pas gonflé, eh bien c'est l'ébullition du sang en 2 minutes, et là c'est la mort. Même moins de 2 minutes. Hein. Je vais noter là, mais... Moi j'ai une question, on parlait tout à l'heure du travail d'équipe, que c'était important dans tout ça, et là comment ça se passe? Vous vous connaissez pas du tout? Est-ce qu'il y a une semaine où on vous laisse par exemple en stage ensemble, vous apprenez à vous connaître, les défauts, les qualités de chacun pour pouvoir évoluer, parce que vous allez vous retrouver ensemble dans l'espace, et si ça se passe pas bien, ben, ça peut être compliqué? Alors on se connaît déjà parce que l'entraînement se fait à Star City, donc la cité étoilée qui se trouve à 1 heure de Moscou. Et dans cette cité étoilée, il y a 5000 personnes qui vivent, 5000 soviétiques avec leurs familles. Et dans le centre, il y a au milieu une zone opérationnelle où sont les simulateurs avec 1000 personnes. Donc tous ceux qui travaillent là-bas ont leur logement à côté. Donc on se connaît tous. Vision, c'est une petite ville, tout petit village des astronautes, de leurs familles et des instructeurs. Donc on se connaît déjà un petit peu, on s'est vus ensemble. Ensuite, dans l'entraînement que nous avons, nous les Français, on avait un entraînement à part qui était principalement axé sur l'apprentissage du russe, puis progressivement l'apprentissage des systèmes du vaisseau. Mais on avait le sport qui était en commun. Donc tous les 2 jours, on faisait 2 heures de sport, football, basketball, etc. Et on se connaissait déjà par le sport. Et après, on avait droit
après le sport collectif, allaient au sauna. Et dans le sauna, ils avaient branché le sauna à une température maximale, ce qui faisait que les micros pouvaient fondre. Ce qui fait que c'était le seul endroit où on pouvait parler et dire tous les secrets indépendamment des écoutes qui auraient pu être nocives. Donc le simulateur, pas le simulateur, le sauna était l'endroit clé. Alors moi je tenais pas longtemps, je tenais 10 minutes, mais pendant 10 minutes j'essayais d'avoir les oreilles ouvertes pour comprendre ce qu'il disait. Et là j'apprenais les secrets de l'espace, ce qui s'était passé bien ou pas bien. Donc j'ai appris beaucoup d'histoires dans le sauna. D'accord, ok. Il se passe des choses dans les saunas quand même. On a quelques questions qui arrivent sur, on va dire, le dernier quart d'heure de discussion. C'est Cécile qui pose cette question. Est-ce qu'un pilote de chasse, un bon pilote de chasse, doit suivre son intuition? Bonjour Cécile. Alors oui, je pense que d'une manière générale, pour un pilote, il faut suivre son intuition. Et je pense aussi que dans la vie, on ne fait pas assez confiance à son intuition, que ce soit en pilotage d'un avion, ou pilotage de sa vie, ou pilotage de ses affaires, ou pilotage de ses investissements, ou quand on a des choix, finalement, quand on a des choix nous-mêmes, eh bien, la base que nous avons de notre vie, elle est suffisante pour donner une intuition qui est assez correcte. Donc, pour un pilote, il faut suivre des intuitions, et moi, j'ai souvent suivi mon intuition. En plus, l'intuition, elle est quand même corrélée par le fait que dans nos métiers, il faut avoir quand même une bonne congruence, donc un bon alignement. Et si vous avez un bon alignement, votre intuition, elle sera quand même de plus en plus correcte. D'accord. Ok. Bon, voilà. S'il a la réponse. Très bon conseil. Alors, futur pilote de chasse pour Cécile, c'est ça? C'est futur pilote de chasse? Ouais, c'était pilote de chasse. Mais bon, au moins, on a ouvert. Et il y a Jean Torrien qui a posé pas mal de questions. Alors la première, il met un petit LOL devant. Il dit est-ce que la Terre est plate vu du... Oui, ça, c'est le petit clin d'œil parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on en entend. La Terre est plate, c'est vrai, la Terre est plate, pas physiquement, intellectuellement. Ah ça c'est la meilleure réponse que j'ai jamais entendue là-dessus, sur le sujet. Je vais me permettre de la ressortir, celle-là. Alors, il y a la Terre est plate. Honnêtement, quand moi j'étais dans l'espace en 92-99, elle était ronde. Maintenant, entre-temps, elle est peut-être devenue plate. Et si vous voulez que je vérifie que la Terre est plate ou pas aujourd'hui, je veux bien partir avec un appareil photo, avec une mission payée par vos soins, pour vérifier que la Terre est toujours ronde. Mais de mon temps, elle était ronde. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite question. Qu'est-ce que tu penses du tourisme spatial? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se vend. Ça y est, il y a des touristes qui vont dans l'espace pendant quelques minutes faire des photos. On a parlé de Katy Perry il n'y a pas très longtemps. Donc, on va dire des stars qui montent et qui font ça. Quel est le regard d'un astronaute sur ces pratiques? Alors, franchement, entre astronautes, on a des avis différents là-dessus. J'ai des copains astronautes, comme Jean-Pierre Ignoret, qui est tout à fait contre. Et moi, c'est vrai que c'est un petit peu injuste de dire que nous, on a passé des années d'entraînement dans des simulateurs à apprendre par cœur tous les systèmes de façon énorme. Donc, on a sacrifié beaucoup de temps à l'entraînement, alors que ces personnes-là, parce elles arrivent avec un pécule assez important, elles vont pouvoir faire un entraînement très court et faire un vol dans l'espace. Donc ça, c'est une chose. Mais d'abord, le premier vol touristique, on va dire, privé, c'est fait par Denis Tito en 2001 sur la Station spatiale internationale. Donc ça avait déjà donc 25 ans que les touristes volent dans l'espace. Premièrement, on a fait voler plusieurs touristes. Il n'y a jamais eu d'accident dû à un touriste, donc ces gens se sont bien comportés dans l'espace. Ils sont courageux, précis. Donc il n'y a jamais eu de problème, soit du côté russe, soit du côté américain. Et sur le vol de Katy Perry dont vous parlez, mon idée à moi, c'est que les vols coûtent extrêmement cher. Les vols sont des vols toujours très coûteux. Et les vols que nous faisons aujourd'hui dans l'espace sont des vols d'essai. Le premier vol dans l'espace a commencé il y a 60 ans. Donc sur l'échelle de l'humanité et sur l'échelle de notre connaissance des vols spatiaux, on en est tout à fait au début. C'est-à-dire qu'à chaque vol, eh bien, on va modifier la fusée ou les moteurs en fonction des résultats qu'on a eu sur le vol d'avant. Ce qui fait que lorsqu'un vol comme celui de Katy Perry arrive dans l'espace, eh bien, c'est un vol d'essai qui est payé par un privé. Donc pour moi, c'est du positif parce que c'est un vol payé par un privé qui va donner une meilleure fiabilité aux gens comme moi qui sont des professionnels. Donc pour moi, c'est pas forcément mauvais. Et puis en plus, c'est bien, c'est des gens qui ont de l'argent et qui sont courageux, qui mettent leur argent pour aller dans l'espace. Et ça prouve aussi que
le travail que nous avons fait depuis 60 ans pour aller dans l'espace a fait que ces vols sont de plus en plus sécurisés. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de mettre des professionnels, mais on y met des gens touristiques. Rappelez-vous, le premier vol de Gagarin, lorsqu'il a volé en 61, ben, il partait avec un siège éjectable d'avion. Il pouvait s'éjecter du décollage jusqu'à 2 minutes. Après, c'était mort pour lui. Il ne pouvait pas s'en sortir. Et lorsqu'il se posait, il fallait qu'il rentre dans l'atmosphère. Il fallait que le parachute principal s'ouvre et ensuite il fallait qu'il s'éjecte de sa capsule pour sauter avec un siège éjectable d'avion pour se poser avec un parachute nominal. Donc c'était des vols extrêmement complexes. On a rendu aujourd'hui les vols plus confortables, plus faciles et accessibles à tout le monde. Alors moi j'ai une question parce que justement on parle que justement les privés rentrent dans le circuit. Et est-ce que de faire rentrer les privés dans le circuit, j'imagine que ça amène une certaine course au spatial et c'est bien, ça favorise l'évolution. Mais est-ce que c'est pas dangereux aussi dans le sens où ils ont peut-être pas les mêmes normes qu'on va avoir si c'est vraiment l'État qui gère et si c'est des privés, ils auront peut-être d'autres normes. Je sais pas trop, je me pose la question. Eh bien oui, c'est une question qui est tout à fait actuelle parce que regardez, le privé qui a volé sur la mission Crew Dragon, qui a fait la première mission Crew Dragon uniquement privé et qui a fait la première sortie extravéhiculaire uniquement privée récemment, il vient de devenir le premier patron privé de l'agence spatiale NASA. Donc c'est un gars qui est privé, qui est passé du côté du gouvernement, mais comme c'est un entrepreneur, un pilote de chasse et un gars qui est passionné, eh bien il va mettre son intérêt pour que les affaires de la NASA soient beaucoup plus rentables que ça a été par le passé. Donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence entre privé et gouvernement, ce qui fait que quand vous avez un lanceur ou un constructeur comme Elon Musk qui fait des fusées, eh bien sa fusée elle est prête à décoller, la fusée elle sera vérifiée par des gens de la NASA, l'autorisation au décollage sera donnée par l'AFA, qui est un organisme gouvernemental, et les passagers de ce vaisseau seront des pilotes de la NASA ou des astronautes de la NASA. Donc il y a un lien qui est vraiment très fort et très étroit entre le privé et le gouvernement. L'avantage du privé, c'est qu'un gars comme Elon Musk a réussi à faire des fusées à un prix très accessible, ce qui fait que ça descend un petit peu le coût de ces missions spatiales. Voilà. Là, on parlait des vols touristiques, mais là, apparemment, il y aura peut-être un vol pour faire un film avec Tom Cruise. Oui, alors il y a eu le vol qui s'est fait déjà il y a 2 ans avec des Russes qui ont fait un film. Et ils ont décollé avec une actrice et un caméraman réalisateur. Ils ont fait un film qui est vraiment très très bien. Que j'ai vu en Turquie avec le Congrès des astronautes il y a environ 2 ans. Et Tom Cruise, que j'ai rencontré, il est venu à Paris il y a environ 2 mois, on en a parlé un petit peu ensemble, il va décoller dans la station spatiale pour aussi faire un vol. Donc il y a toujours ce combat entre Russes et Américains. Donc si les Russes l'ont fait, les Américains doivent le faire. Donc Tom Cruise sera le premier cosmonaute à le faire. Et je suis très content pour lui parce qu'il va vraiment adorer. C'est un gars sportif, c'est un travailleur, c'est un vrai professionnel, donc il prépare ses missions parfaitement bien et il va sortir le meilleur de cette mission possible. Là, je pense qu'on peut lui faire confiance. C'est exactement ça, c'est le meilleur des missions impossibles. Combien de langues vous parlez? Alors, russe, français, anglais. Un peu l'allemand parce que j'étais 8 ans en Allemagne et un peu l'italien parce que j'ai un nom italien et une famille italienne. D'accord. C'est pour ça que ça a été en Sardaigne finalement. Il y a pas eu de diplomatique. Les Italiens ne sont pas tendres entre eux. Ils ont été vraiment très, très difficiles parce que je suis italien. D'accord. Il y a Jean Torrien justement qui posait une question assez intéressante sur le spatial. Comment se fait-il, selon lui, donc aujourd'hui en 2025, on aurait plus de mal à retourner sur la Lune qu'en 1969 alors que le matériel a énormément évolué? Oui, c'est vrai, je vais vous le dire, hein, c'est qu'on ne veut pas y aller de la même façon. À l'époque, on y allait avec une fusée qui lançait un Apollo qui avait un LEM. La mission Apollo restait autour de la Lune et le LEM se posait sur la Lune. Aujourd'hui, on veut carrément construire une station spatiale, non plus autour de la Terre, mais autour de la Lune. C'est ce qu'on appelle la Gateway. Donc c'est une station qui va passer sur le pôle nord, pôle sud de la Lune. Et donc de cette station, on aura des missions qui vont durer environ 45 jours et on aura des vaisseaux qui pourront se poser où on veut, entre le pôle sud, l'équateur et le pôle nord, pour des recherches scientifiques qui sont adaptées. Donc c'est plus du tout le même concept. Avant, on y allait en faisant un vol directement de la Terre vers la Lune.
Aujourd'hui, on va vers la Lune, on y reste longtemps, de manière à faire de l'étude plus précise de la Lune. Et surtout, ce sont les seules missions que nous allons faire au-dessus de la ceinture de Van Allen pour avoir plus de radiation. Les radiations au-dessus de 500 km sont les mêmes que sur la Lune et seront les mêmes que quand on fera un voyage sur Mars. Et ça sera le meilleur moyen pour étudier les radiations du Soleil et également la protection aux radiations du Soleil. Aujourd'hui, c'est un problème extrêmement compliqué à résoudre, ce qui fait que pour vous donner un ordre de grandeur, si vous prenez un vaisseau comme un Soyouz et que vous mettez 1 mètre de plomb autour du vaisseau, vous ne protégez pas à 100% les astronautes qui sont à l'intérieur. Donc il faut vraiment travailler sérieusement sur les radiations et c'est un problème grave. Au-dessus de 45 jours, les radiations sont tellement importantes que les cellules vont être détruites et on a un cancer accéléré assez rapidement. Donc on ne veut pas que les astronautes arrivent en mauvais état sur Mars. Alors justement, c'était aussi une question de Jean, qui en a posé plusieurs. L'apesanteur a-t-elle joué sur ton métabolisme? Est-ce que vous avez beaucoup grandi? Alors oui, on grandit de 7 cm parce que c'est les disques intervertébraux qui vont s'élargir un petit peu, donc la colonne va grandir, on prend 7 cm, mais on n'a aucun moyen de mesurer les 7 cm là-haut parce qu'il n'y a pas de toise et on n'est jamais vraiment à la verticale comme sur Terre, donc on peut pas, mais on pense qu'on a grandi et on sait qu'on a grandi parce que le jour où on arrête la mission, on rentre dans son scaphandre, on a déjà du mal à rentrer dans son scaphandre, et après dans son scaphandre, on va rentrer dans le Soyouz, et c'est un siège baquet. Et quand on rentre dans le baquet, il faut vraiment forcer les épaules pour que ça rentre bien, comme un chausse-pied. Mais à la fin, on va rentrer dans son siège qui est le même que le siège qu'on a eu au décollage, ce qui fait qu'on reprend sa taille initiale. Et quand vous rentrez dans l'atmosphère, vous commencez à freiner dans l'atmosphère avec 5G, donc 5 fois votre poids. Donc moi, ça faisait 400 kg, parce que je pèse 80 kg, donc 500 kg pour la rentrée atmosphérique. Et quand vous touchez le sol, vous prenez 15 G. Donc 15 G, là, même si vous avez pris 5 cm, vous allez squeezer assez rapidement. Ouais. Et pour reprendre je voulais juste reprendre la question de Jean Tarien. Est-ce qu'il y a eu d'autres effets sur le corps hormis grandir? Oui, alors il y a ça, il y a plein de changements bien sûr. Il y a le cœur qui va s'atrophier légèrement parce que comme le sang arrive naturellement à la tête quand on est dans l'espace, donc le cœur, la tâche du cœur, c'est surtout d'alimenter le cerveau régulièrement. Comme le cerveau est bien irrigué naturellement parce qu'on a un apesanteur, le cœur va diminuer de taille. On a mesuré qu'un échographe la fonction de variation du cœur entre la partie gauche et droite du cœur. L'estomac va changer aussi, les reins vont changer de forme et de place, le foie va changer également, les artères vont changer. Donc tout le corps va se réorganiser pour être adapté au spatial. Donc on a vraiment une capacité d'adaptation qui est vraiment phénoménale et qui est vraiment incroyable. Et sur le plan vestibulaire aussi, vous avez l'oreille interne qui va se déshabituer. Donc quand vous êtes sur Terre, ce système vestibulaire qui vous rend malade quand vous êtes dans un bateau par exemple, eh bien ce système vestibulaire vous aide à marcher. Et quand vous perdez cette habituation vestibulaire de la Terre, quand vous arrivez dans l'espace, eh bien l'oreille interne va petit à petit se réhabituer à cette perte de référence vestibulaire. Donc on va perdre la verticalité. Et donc quand vous arrivez au sol, on arrive comme un extraterrestre, donc on ne sait plus marcher. On ne sait plus marcher parce qu'on a perdu beaucoup de muscles et puis on a perdu son référentiel vestibulaire, ce qui fait qu'on titube quand on marche au départ. Pendant les premiers jours, on n'est pas très bien. Après, on récupère, on va se réadapter, on va récupérer. La perte la plus grosse, c'est la perte osseuse. On va perdre, sur un vol de 6 mois, on va perdre entre 20 et 30% d'os. Ça se rappelle l'ostéoporose, mais elle est réversible. Après on va refaire du sport au sol et on va récupérer l'os. D'accord. Si Gilom justement pose une question sur les reins, justement, quel est on a parlé vite fait des reins, c'est quoi le souci en apesanteur? Les reins changent de forme et surtout, par exemple, les calculs dans les reins, en apesanteur, les calculs vont apparaître. Si vous avez un calcul qui va naître, eh bien, il va apparaître plus facilement en apesanteur. Donc on les voit apparaître et on a des méthodes pour les faire dissoudre lorsqu'on est dans l'espace. D'accord. Donc quand vous atterrissez, après vous restez pendant une semaine, j'imagine, sous surveillance ou quelques jours peut-être? 3 semaines. 3 semaines, ah oui. Parce moi j'étais avec un vol mixte, donc c'est un vol avec 2 personnes qui étaient restées 6 mois. Moi j'étais resté juste 15 jours et ceux qui sont restés 6 mois doivent rester en réhabilitation pendant 3 semaines. Mais moi j'étais bien au bout d'une semaine. D'accord. Ok. Est-ce qu'on fait Superman quand on est dans la station?
On peut le la faire. pesanteur. On peut le faire. L'avantage, c'est qu'on peut le faire horizontal, vertical, la tête en bas, la tête en haut. Ben voilà. Non, mais plus sérieusement, parce que là on parle sérieux, c'est vrai que c'est une activité très sérieuse, mais on en profite quand même pour s'amuser ou je sais pas, faire des expériences amusantes. Oui. Non, Oui, alors, comment il y a- s'amuse un peu dans l'espace? Il y a différentes choses. Alors, il y a l'amusement qui est le fait de sentir la pesanteur. Moi, j'avais le référentiel terrestre qui était assez fort en moi, et c'est vrai que j'avais du mal à me mettre la tête en bas. Donc, il m'a fallu plusieurs jours pour accepter de mettre la tête en bas, mais un jour je l'ai fait. Personne ne me regardait, donc je me suis mis dans un coin, j'ai mis la tête en bas, j'ai dit bah, ça c'est vraiment extraordinaire, et j'ai passé toute ma mission la tête en bas par la suite, donc j'étais vraiment bien dans ce domaine-là. On joue à changer de position. Par exemple, si on va aller de cette position-là vers quelqu'un qui est à 10 mètres, plutôt que d'aller en ligne droite, ben on va faire une parabole et puis on va faire un salto pour s'asseoir juste à côté, chose qu'on ne peut pas faire sur Terre. Donc, on fait des acrobaties qui sont faciles dans l'espace, Ouais. mais qui sont pas faciles quand on est sur Terre, Ouais. voire impossible. Il y a quelques petites questions, n'hésitez pas hein, aussi dans le chat là à poser vos questions. Salut Ilisure qui est arrivé, Fingergold. Et il y a encore des questions qui arrivent, donc allez-y, hein, posez-les puisque l'émission se déroule, hein, donc il faut les poser maintenant. Il y a Katna PLM qui demande quelle a été ta première sensation ou ta première émotion lorsque tu t'es retrouvé dans l'espace. Alors, la première émotion, une émotion visuelle, c'est-à-dire que quand on décolle avec la fusée, on a une coiffe qui est sur le vaisseau, donc on ne voit pas l'extérieur, et assez rapidement, la coiffe va partir, donc on voit l'extérieur par le hublot. Moi, j'étais à droite, donc j'avais un petit hublot de 20 cm, où je voyais la Terre, et je regardais le ciel, et c'est vrai que le ciel était bleu, c'était en plein jour. Après, ça devient bleu foncé, bleu marine, bleu nuit, et tout d'un coup, c'est noir. Et c'est vrai que ce qui est important de voir, c'est que dans l'espace, 2 jours, le ciel est noir. Sur Terre, le ciel est bleu, mais là-haut, c'est le ciel est noir. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui est assez incroyable, c'est que lorsqu'on arrive dans la station spatiale, on est à 400 km, l'atmosphère ne fait que 100 km, et on voit une Terre unie, il n'y a pas de frontière entre les pays. Hein. Donc, par exemple, de la France à la Russie, c'est un seul continent sans aucune frontière. Par contre, il y a une frontière que l'on voit, qui est la frontière entre la Terre et l'atmosphère, qui fait à peine 100 km, et on prend conscience, c'est ce qu'on appelle un peu une partie de l'overview effect, hein, l'effet global, on prend conscience du fait que cette atmosphère est très fine, très fragile, et si un jour elle disparaît pour une raison ou pour une autre, eh bien on est tous morts. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience de notre état de précarité sur Terre, et c'est pour ça que quand on parle d'écologie, je trouve que c'est extrêmement sérieux, et nos vols spatiaux s'inscrivent d'ailleurs dans l'écologie de protection de la Terre, puisque si un jour on a un immense astéroïde qui tombe sur la Terre, eh bien, on serait vraiment très très mal. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est pouvoir être capable d'aller intercepter un astéroïde, mettre des moteurs dessus pour le dévier de la Terre, chose qui ne peut se faire qu'avec des vols habités aujourd'hui. Finalement, c'est pas qu'une idée de film de science-fiction finalement. Hein. C'est vraiment Oui, quelque chose de prise au sérieux. Quoi. Oui, puis en plus, ça a été comment dirais-je, remis de façon très précise. En définition, puisque on s'est rendu compte que l'astéroïde n'est pas une matière compacte, c'est pas un seul morceau de cailloux ou de terre ou de métal, ce sont différentes compositions dans l'astéroïde avec de la glace, de la terre, du caillou, du métal, des matières rares et puis du vide. Et donc, si vous envoyez un missile sur un astéroïde et si vous tombez dans le vide, eh bien, ça passe à travers et vous avez loupé la mission. Donc, on est vraiment obligé de faire une mission habitée, mettre des moteurs, installer les moteurs qui seront des espèces de grosses machines à laver ou des gros congélateurs qu'on mettra partout sur l'astéroïde, mais qui pèseront rien puisque la gravité sera réduite, et allumer ces moteurs en séquence pour que le vecteur vitesse puisse pousser l'astéroïde de la trajectoire de la Terre. Alors d'ailleurs, on a beaucoup travaillé là-dessus parce qu'on a réussi à faire un accord mondial qui fait que si un jour on pousse l'astéroïde, par exemple l'astéroïde se pose sur la France, on le pousse, il va tomber sur la Belgique, on le pousse, il va tomber en Allemagne, et donc on a un accord mondial pour qu'on accepte que cet astéroïde puisse dépasser notre trajectoire pour taper sur un pays différent, un pays plus loin. Sur Moscou ? Alors, ça dépend de la trajectoire. Disons qu'on a un accord pour qu'on puisse dévier et qu'en déviant, si on dévie mal, ça pourrait taper à côté.
Mais Ouais. on le fera avec des missions habitées pour être sûr que ça ne touche jamais la Terre. Ouais, oui, donc non, mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que jusque-là, on pouvait penser que pour détourner un astéroïde, on enverrait un missile pour le faire exploser. Non, mais finalement, Non. ce serait C'est- pour le alors, faire c'est pas dévier, en possible. fait. C'est pas possible parce qu'on a fait une mission, les Japonais ont fait une mission, on a envoyé une fusée qui est allée intercepter un astéroïde, prendre un morceau d'astéroïde et ramener un morceau d'astéroïde sur Terre. Et dans cette mission, on a fait une mission, on a essayé d'impacter l'astéroïde. Et dans cet impact, on a eu une mauvaise surprise, c'est qu'il y avait un creux. Donc l'impact s'est passé dans un creux, on est passé au travers, on s'est rendu compte qu'il y avait une matière molle au milieu de l'astéroïde. Donc là, c'est quand même très très gênant parce que ça veut dire que les astéroïdes sont aussi fragiles, d'où l'astéroïde qui est tombé en Sibérie il y a 10 ans, où un morceau s'est détaché, qui est tombé sur la Sibérie, qui est un petit morceau de 10 mètres, donc c'était un morceau d'un géocroiseur qui s'est détaché, et maintenant on comprend mieux pourquoi ça se détache, mais c'est vrai que c'est pas une matière uniforme, donc c'est pas un galet ou un caillou de grande dimension. C'est juste intéressant. différentes compositions, et donc on devra faire très attention, et seuls les humains pourront faire cette mission d'interception. D'accord. Et c'est quoi la chose qui vous a le plus impressionné en termes de découverte spatiale ou quelque chose que vous avez fait qui vous a... L'adaptation de l'humain, première chose. Et puis le côté quand même, moi je tire mon chapeau à tous ceux qui font de la mécanique spatiale, le rendez-vous spatial, le fait qu'on construise des stations dans l'espace. Donc une station, c'est quand même un Lego qu'on va faire dans l'espace, mais ce Lego correspond à plusieurs rendez-vous. Donc il faut amener un morceau, puis un morceau. Quand vous prenez l'exemple de la station internationale qui existe aujourd'hui, c'est 10 ans de construction, 7 vols par an, 70 vols, 70 arrimages de vaisseaux les uns par rapport aux autres, donc précis, avec une maîtrise de technicité des gens qui sont les constructeurs, des gens qui font la cinématique du vol, des moteurs qui font aussi les rendez-vous, des systèmes d'amarrage, pour que ça fonctionne bien. Et la station, elle a 25 ans dans l'espace, ça va faire 30 ans au total, et il n'y a aucun problème majeur. Il y a des petits problèmes en ce moment parce qu'elle est vieille, elle commence à arriver en bout de course. Mais pour moi, c'est quand même un émerveillement de voir que l'humain arrive à faire des choses aussi complexes dans l'espace. Et une fois qu'on a dépassé cette frontière de l'espace et qu'on arrive à faire des vols autour de la Terre, eh bien le reste, après, c'est juste une continuité. On fera des stations autour de la Lune, puis autour de Mars, et puis un jour, on ira un peu plus loin aussi. Et quand là, par exemple, on parlait de la mission Euclide, quand il y a des nouvelles missions qui sont en cours ou qui vont avoir lieu, est-ce qu'on vient vous consulter, est-ce qu'on vous demande votre avis en tant qu'ancien visiteur de l'espace, en vous disant est-ce que tu penses que ça peut fonctionner, qu'est-ce que tu en penses, tu le verrais comment toi qui es allé là-bas? Alors, pas vraiment, mais c'est vrai que quand les astronautes sont au travail à l'Agence spatiale européenne, il y a une partie où ils sont à l'entraînement, puis ils vont faire le vol. Et après, ils vont faire un autre entraînement et un deuxième vol. Et après ce deuxième vol, s'il y a une longue période avant leur troisième vol ou s'ils ne volent plus, ils vont mettre leur expérience au service de l'Agence spatiale européenne pour le calcul des missions futures, qui ne sont pas forcément des missions habitées, mais des missions automatiques. Donc, il y a toujours un travail qui se fait entre les astronautes et les vols automatiques. Ok. Moi, j'ai une petite question sur les évolutions technologiques. Aujourd'hui, on voit l'arrivée en force de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va avoir un impact, selon toi, sur l'avenir du spatial? Alors, on s'en sert, bien sûr, hein, on s'en sert, on se fait de plus en plus aider par l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'on arrive à avoir des automatismes ou des missions qui vont être remplacées par l'intelligence artificielle, ce qui va permettre de faire des missions un peu quotidiennes, qui sont répétitives, qui seront faites par des robots, et puis on pourra sauver du temps de travail de l'astronaute pour faire des missions plus complexes, plus importantes pour lui. Aujourd'hui, par exemple, un exemple, c'est que quand vous faites une opération avec le bras robotique, il faut sortir le bras de son logement, il faut le mettre en place à un endroit précis, faire l'opération de bras robotique et, par exemple, d'enlever un vieux panneau solaire, mettre un nouveau panneau solaire, et ensuite la mission est terminée. Mais il y a un temps très très long qui va durer 1 heure ou 1 heure et demie pour ramener le bras robotique à son logement. Et bien ça, c'est fait par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par télécommande et télémesure entre les contrôleurs qui sont au sol et les systèmes qui sont à bord. Donc on fait intervenir de plus en plus d'automatismes grâce à des moyens de transmission qui sont assez efficaces. Donc on soulage la charge de travail Oui, des hommes. Pour dégager du temps de travail, pour faire des choses qui sont plus faciles pour l'astronaute et plus rentables pour l'astronaute et pour la science.
Ok. Les amis, 22h, c'est 20h02 UTC. Ah, Voilà. mais là, comme dit Nico, on a envie Il n'y a d'y pas passer d'heure, toute la nuit. il n'y a là. pas d'heure dans l'espace. Je vous propose de tourner la dernière séquence de l'émission, qui est la séquence remise de gaz fort aux questions. Pour terminer ces 10 dernières minutes avec Nico, avec Michel, avec Cynthia, on est tous là. Et il y a déjà quelques questions qui sont mises de côté. Allez-y, c'est le moment là. Ouais, foire aux questions remise de gaz, c'est tout de suite et c'est maintenant. Hop, et ça va partir. Ou pas. Normalement, ça y va. Allez. J'ai le... La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Voilà, c'est bon, il est parti. Il rame un petit peu, mon... Il faudrait que je mette de l'IA dedans. Peut-être que ça le soulagerait un peu. C'est surtout qu'on va demander à Arline de le faire en direct. Ouais, maintenant. c'est ça. Le jingle menté de gaz, c'est ça. Alors, quelques petites questions. C'est Philémon qui pose la première. Selon vous, il n'y aurait aucune possibilité pour un Starship de décoller avec des passagers sans un système d'éjection d'urgence? Alors, bon, le Starship pour l'instant, c'est vraiment la mission qui est une mission d'essai. Donc, le 9e décollage va avoir lieu, je crois, le 15 mai, donc dans très peu de temps. Et la mission est complexe, hein, c'est un morceau qui va se poser, qui va partir dans l'espace et revenir se poser sur Terre. Et le deuxième morceau doit partir sur la Lune, se poser sur la Lune et revenir sur Terre. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas, à vrai dire, de système d'éjection parce que le système est suffisamment sûr. Et donc, c'est pas vraiment possible de le faire. Donc, le concept d'éjection n'est pas utilisé pour le Starship. Mais comme c'est un vaisseau qui devrait emporter 20 à 30 personnes, c'est complexe d'éjecter une quantité de personnes aussi importante. Ok. Il y a What a Pizza qui demandait quelle a été la durée de mission la plus longue que tu aies vécue là-haut. Alors, pas moi, mais les records sont faits par deux Russes, hein, qui est le premier qui a fait un vol de 14 mois sans arrêt. Donc, la mission la plus longue du début jusqu'à la fin, ça a duré 14 mois, qui était Valery Polyakov, qui était un cosmonaute russe, docteur d'ailleurs. Et après, il y a, dans la durée cumulée, il y a un autre cosmonaute russe qui a fait 1111 jours dans l'espace, donc plus de 3 ans dans l'espace avec plusieurs vols successifs. D'accord. Cette question de Free Flight qui demande si la machine à remonter le temps existait, quelle mission spatiale tu souhaiterais vivre ou revivre? Ben, je pense que toutes les missions ont été intéressantes à leur niveau, à leur époque. La première mission de Gagarine qui a duré 1h30 était hyper intéressante parce que c'était vraiment la première, on ne savait pas du tout où on allait. La mission d'après qui a duré une journée était aussi intéressante. La première sortie extravéhiculaire était intéressante. La première station spatiale était intéressante. La première atterrissage sur la Lune était intéressant. Donc toutes les missions sont intéressantes. Et moi qui volais sur Soyuz, sur Mir et sur la navette américaine, ben, je suis content d'avoir fait ces missions-là. Il n'y a pas vraiment de mission qui soit négative. Toutes les missions sont vraiment bien. Elles ont toute leur unicité et elles ont toutes servi à quelque chose de très important. D'accord. Et quelle est la différence entre Soyuz et Columbia, donc du coup Alors Soyuz, c'est un petit vaisseau de 3 places qui va faire 3 mètres cubes et qui décolle de Baïkonour sur une fusée Soyuz, c'est leur cas. Alors que la navette, c'est différent parce que la navette, c'est une fusée au décollage, c'est une petite station spatiale de 70 mètres cubes dans l'espace et ça se pose comme un avion, c'est un planeur hypersonique. On se pose avec un train d'atterrissage qui se pose sur une piste qui fait 5 km. C'est plus confortable du coup. Alors c'est plus confortable, sauf qu'il n'y a pas de moyen d'éjection, il n'y a pas de tour d'éjection sur la navette. Donc si on a un problème grave, eh bien... Ouais, on l'a vu, malheureusement. Voilà, Ouais. c'est mauvais. Cette question de Kat Napalm, quels sont les 3 moments que tu as préférés dans ta carrière, alors pas forcément dans le spatial, dans la totalité? Alors, dans la totalité, quand mon père m'a appris à faire du vélo, c'était un moment qui m'a vraiment Premier aidé. vaisseau spatial. La première course en vélo où je tenais sur le vélo sans les roues des derrière, c'était quelque chose de bien. Alors, j'ai dit, là c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. C'est incroyable. Et lâcher vélo. Ce souvenir du vélo, du lâcher vélo,
eh bien, ce sentiment de lâcher vélo m'a habité pendant tous les lâchers que j'ai faits, que ce soit des lâchers en parachutisme, en planeur, en avion à moteur, en avion à réaction et en vol spatiaux. C'est donc l'autonomie à laquelle on dit qu'on n'y arrivera pas. Quand on est petit sur son vélo, on dit non, j'y arriverai pas sans les roulettes. Et puis finalement, on prend confiance, on y arrive. Et c'est ça la beauté de l'humain, c'est de dire cette tâche, elle est impossible, mais peut-être que je pourrais y arriver en forçant un petit peu, en m'appliquant un petit peu, en bougeant quelques petits réglages dans ma façon de faire, et on y arrive. Et ça, c'est pour ça que ces moments sont des moments grandioses. Quand vous abordez une tâche que vous pensez très complexe, et vous y attelez avec le cœur, tout le cœur que vous pouvez, et vous y arrivez. Et ça, c'est vraiment très, très important. C'est ce qu'il faut faire. Cette petite question de Cécile. Quels sont les prochains grands enjeux spatiaux, selon toi? Alors les prochains, c'est le retour sur la Lune des Américains qui va se faire donc en 2030 avec la fameuse station Gateway autour de la Lune, qui sera un programme international entre Américains, Japonais, Canadiens, Européens. Donc ça, c'est une étape. Au même moment, en 2030, c'est les Chinois qui vont également se poser sur la Lune. Donc on ne sait pas aujourd'hui qui sera le premier sur la Lune entre Chinois et Américains. C'est pas de l'intox, parce qu'ils sont quand même assez forts là-dessus. Hein. Oui, et puis on peut dire aussi que sur les vols spatiaux chinois, ils ont eu 0 accident. C'est la seule agence spatiale qui a 0 accident depuis le début. Ils ont fait tous leurs vols avec une géométrie progressive entre le début et la fin, et il n'y a eu aucun accident depuis le début. Donc c'est quand même remarquable, on peut leur tirer le chapeau. Ensuite arrivent les Indiens qui vont décoller leur première mission habitée l'année prochaine, qui prévoient d'avoir une station spatiale d'ici 7 ans ou 8 ans, et qui auront un voyage sur la Lune en 2040. Donc les Indiens vont aller extrêmement vite aussi. Et l'autre étape par la suite, eh bien, c'est l'arrivée sur Mars entre 2045 et 2050. D'accord. Et sacré programme. Cette dernière question de Jean qui dit la Terre, enfin nous allons à 28 000 km/h, est-ce qu'un jour, selon toi, on pourra aller encore plus loin, encore plus vite? Oui, bien sûr, on va plus vite parce que par exemple, 28 000 à l'heure, c'est la vitesse autour de la Terre, mais si on veut partir de cette orbite terrestre pour aller sur la Lune, il faut dépasser la vitesse de libération qui passe de 8 km/s à 11 km/s, donc on doit aller à 33 000 ou 35 000 à l'heure. Et aujourd'hui, on a commencé à travailler sur des moteurs comme le Vasimir, qui sont des moteurs à tuyère électromagnétique, ce qui fait que la tuyère, qui est une tuyère électromagnétique, va se refermer pendant le vol, ce qui fait que plus on s'éloigne de la Terre, plus cette tuyère va se refermer, donc on va accélérer. Et sur des projets avec le Vasimir, un voyage sur Mars par exemple, c'est la moitié du trajet en accélérant, arrivé à la mi-distance, on retourne le vaisseau, la moitié du trajet en freinant. Et au lieu de faire un voyage en 6 mois, on le fait en 2 mois et demi. Donc la vitesse n'a plus de limite. À partir du moment où on peut accélérer, on continue. Elle a la limite, bien sûr, de la vitesse du son, de la vitesse de la lumière, mais on n'a plus de limite que nous avons sur les moteurs chimiques. D'accord. J'ai une petite question là, parce que apparemment tu as travaillé sur la conception d'Hermès. Donc c'était la navette spatiale européenne. Exact. Et pourquoi c'est pas arrivé à son terme en fait ce projet? Alors Hermès a commencé comme un projet simple de petite navette spatiale qui avait pas beaucoup de fonctions possibles. Donc au fur et à mesure, quand a commencé Hermès, le poids d'Hermès faisait 11 tonnes. Et je me souviens que 11 tonnes, c'était le poids d'un Mirage F1. Donc je me suis dit, si je peux piloter un Mirage F1, je peux piloter Hermès, donc c'était parfait pour moi. Et puis, j'ai vu que les études ont demandé à ce que Hermès puisse faire des tâches de plus en plus complexes. Donc on a rajouté un bras robotique, des pélos de Bédor comme sur la navette américaine. Le poids a augmenté progressivement, donc on est passé à 12 tonnes, 15 tonnes. Après, accident de navette Challenger, on s'est dit des systèmes de secours pour essayer de sauver les équipages. Donc là, on a repris encore 3 tonnes. Et le poids est monté de 11 tonnes jusqu'à 22 tonnes. Quand je fais mon vol dans l'espace en 92, Hermès fait 22 tonnes. Or, Ariane 5 ne peut lancer que 20 tonnes, donc on ne pouvait plus lancer 22 tonnes. Et donc ce programme a été arrêté par un excès de poids. 2 tonnes de trop. Ah, voyons. Et le ministre à l'époque a dit mercurien, il a dit bon, on n'y arrivera pas, et donc on a loupé, on a arrêté à ce moment-là.
Ok. Et retourner dans l'espace, tu pourrais là, parce qu'il y a eu John Glenn qui était retourné. Bah, là, je pourrais pas parce que j'ai pas fait mon simulateur aujourd'hui parce que je suis avec vous, mais demain, je peux y aller. C'est de notre faute. On D'ailleurs, assume. il a appelé tout à l'heure au sponsoring pour pouvoir Ah, ouais, repartir d'accord. dans l'espace. Il l'a dit tout à l'heure. Hein. J'avais Il retenu. faut vérifier que la Terre n'est pas plate, donc je suis prêt à y aller aussi. Voilà, D'accord. c'est ça. C'est ça. Bah, c'est voilà. ça. Et puis si vous avez un touriste qui veut aller avec moi, eh bien moi j'irai parce que je parle russe, donc je pourrais traduire avec les cosmonautes russes. Faut demander à Tom Cruise, un petit rôle. Ah, ça serait pas mal ça. En tout cas, merci beaucoup Michel de ton temps, de tes Ouais, anecdotes, merci beaucoup, parce que de là, cette carrière C'est incroyable. toujours trop court. Là, Là, et là, je vais vous dire, là, je suis passé des Chevaliers du Ciel, Tanguy la Verdure, à 2001, l'Odyssée de l'espace, en passant par les Top des héros. Hein. Moi, moi, c'était. Et tout ça autour d'un bar. Oui, c'est ça. Qui dit ça, hein. Merci. En tout cas, il y a le chat qui te dit un grand merci. I Want a Pizza, par exemple, il dit j'ai adoré votre clarté, votre poésie. MMG qui demande est-ce que tu participes au Salon du Bourget? Oui, je vais aller au Salon du Bourget. Je ne sais pas quel jour, mais je vais y passer certainement à la fin du mois. Voilà, mais je pense qu'il doit y aller aussi, ça se trouve, Je peut-être note. que vous trois. Tu C'est vas, ça. Nico? Bah, peut-être, ouais. Oh, bah il faut qu'on en parle. Il va falloir qu'on On en en parle. parle. Ok, Je vais mais essayer ça de se faire trouve, on va la tous fête. se retrouver au Je vais Salon du essayer de faire la Bourget. C'est ça. La Ferté et le Bourget. Mais voilà. D'accord. Bon, les amis, vous savez, vous avez des points de chaîne. Hein. Vous pouvez remercier Michel au travers des points de chaîne qui sont sur Twitch. Il y a plein de messages, encore une fois, de remerciements qui arrivent et on vous en remercie beaucoup. Juste avant le mot de la fin avec Michel, on va rapidement vous parler du programme à venir dans les semaines qui arrivent. On va faire vite. Hein. On va commencer la semaine prochaine. Alors, il y avait de prévu un push to talk avec toute l'équipe des chroniqueurs de la zone aéro lundi prochain. Alors, on vous l'annonce, ça vient de tomber tout à l'heure. Jules m'a prévenu, il est annulé. Il est reporté à celui du 30. Voilà, donc pas de push to talk le 12. On continue avec Achille Corsec, qui est copilote sur Airbus A320 chez Wizz Air. Il viendra nous parler du parcours de sa formation. Et pour celles et ceux qui souhaitent intégrer une compagnie aérienne, eh bien, il pourra répondre à vos questions et vous donner les meilleurs conseils. 14 mai, 20h30. Ensuite, ça se passera au bar de Nîmes avec Nico qui viendra. On va discuter avec un voltigeur émérite. Il était également pilote de chasse. Et c'est aussi un des Français qui est engagé sur les fameuses courses de pylônes, les Red Bull Air Race à l'époque. C'est François Levotte qui viendra nous voir à 19h30 le 16 mai. On reparlera de sa carrière et justement de son expérience, de son aventure au travers le monde et sur cette monture-là, des avions assez spéciaux et des activités un petit peu spéciales aussi. Oui. Ensuite, on va rencontrer une jeune dame qui va nous parler d'aviation d'affaires. C'est Delphine Lacoste. Elle est pilote sur PC-12 au sein de la compagnie Jetfly. Elle va nous parler de son quotidien et quel est le vrai métier d'une pilote en aviation d'affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Quels sont les meilleurs conseils et comment est-ce qu'on le vit au quotidien? C'est le 21 mai à 20h30 avec encore une fois toutes vos questions possibles. Ensuite, notre ami Mathieu, Nico, on se retrouvera encore le 23 mai à 19h30 au bar originel. On parlera de la formation du rôle du commandant de bord avec Mathieu qui est instructeur à l'ENAC. Comment est-ce qu'on aborde justement cette formation de compétences non techniques? On en discutera un petit peu avec lui. Vous pourrez poser vos questions et on fera un point actualité avec notre ami Michel Polaco le 23 à 19h30. Moi, je me dis qu'un jour, il faudrait que tu penses à inviter Sully pour qu'il nous raconte. Oui, mais il va falloir traduire. Nico, il a eu son FCL, là, il va pouvoir faire les traductions. Yes. Yes, je my lord. vais réviser en regardant la 7e compagnie. Là. Don't Ouais. Ensuite, si vous voulez piloter des avions ou des hélicos, c'est une question que vous pouvez vous poser. Ben, justement, vous pourrez la poser à Jérémy Lecomte. Il est pilote instructeur sur avion et sur hélicoptère. C'est le 26 mai à 20h30. On parlera des similitudes et des différences dans les formations et comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre ou inversement. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir aussi poser vos questions, découvrir les deux facettes de ces appareils, on va dire. Et puis enfin, on terminera le mois avec la dernière émission dans un premier temps. C'est le 28 mai à 20h30. On parlera d'une chaîne que vous connaissez peut-être sur YouTube qui s'appelle Cockpit avec Jean-Hugo Roux qui va venir nous voir. Et c'est une chaîne qui vulgarise beaucoup
les explications de base, on va dire, pour les pilotes, allez y faire un tour. Si vous ne connaissez pas, au moins vous verrez de quoi il s'agit. Et vous verrez qu'elle est très didactique, très vulgarisante, on va dire, dans le concept aérien. Et on parlera avec lui justement du développement de la chaîne, comment lui est venue l'idée. On lui posera tout un tas de questions. Ça sera assez intéressant. Et donc le 28 mai, 20h30. Et on terminera avec le dernier Push to Talk, on en parlait tout à l'heure. C'est le 30 mai à 20h30 avec l'équipe des chroniqueurs. Et on vous rappelle que Push to Talk, c'est une libre antenne. Donc vous pouvez venir, vous, pilote ou non pilote, raconter vos anecdotes en vocal dans le chat. C'est très facile. Et puis on discute avec tout le monde, c'est très sympa. C'est ça. Pas forcément que d'anecdotes aéro, hein, des anecdotes de votre quotidien qui peuvent se rapporter à l'aéronautique, en effet, qui peuvent se comparer. Exactement. Voilà, donc pour le programme de la zone aéro, j'espère qu'il vous plaira et vous pouvez le retrouver évidemment sur Discord puisque tous les programmes sont posés et on vous tient au courant. Voilà, le mot de la fin. Michel, merci encore, c'était super sympa. Bonne soirée à tous. Moi, je veux qu'il nous ressorte le proverbe qu'il a sorti tout à l'heure par rapport à la Terre qui est plate. J'ai adoré. Ouais, la Terre est ronde, mais les esprits sont plats, ouais. C'est ça. J'ai pas dit ça, j'ai dit que physiquement la Terre n'est pas plate, mais intellectuellement elle est plate, oui. Voilà, à noter. Question anecdote, on a une note 12 ce soir. Bah oui, c'est sûr. Allez les amis, donc on va vous souhaiter à toutes et tous évidemment une très bonne soirée. Je vous rappelle que cette émission est en replay tout de suite pour les abonnés Twitch dans quelques minutes. Là, elle va arriver juste à la fin du stream. Et puis vous la retrouvez dans 14 jours pour les non-abonnés sur YouTube. Elle sera également disponible en podcast audio dans une quinzaine de jours grâce au travail de notre ami Julot. Rejoignez les réseaux sociaux en force, vous avez les liens qui sont publiés où vous avez tous les programmes. La boutique, le Discord, Patreon et l'OASO pour le soutien, évidemment. C'est grâce à vous que cette chaîne vit encore une fois. Et puis, dans un instant, on bascule sur une chaîne. Je vous propose aujourd'hui d'aller découvrir Ils ne sont pas nombreux, ils sont que 8, visiblement. C'est un streamer qui fait aujourd'hui une liaison Air France sur Flight Simulator, mais avec les vraies checklists et tout ça, entre Conakry, je crois, et Nouakchott, sur un A320, et ils sont même pas 8, ils sont 6. Donc je vous propose de basculer chez lui, il s'appelle 7HL, et vous lui faites un coucou, vous lui envoyez plein d'emotes de la part de la zone aéro, et comme ça, voilà, on va lancer le raid dans un instant. Merci à toutes et tous. Merci Nico. Merci Michel encore une fois. Merci Cynthia. Merci Michel. Surtout. Merci à tous. Vraiment merci Michel. Et à très bientôt. Bonne soirée. Fly safe pour ceux qui volent. Et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao les amis. Salut à tous. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission. Welcome aboard. Approximately